Chapitre 29. Tout se passa comme dans un brouillard. Cal vit moins la scène qu'il ne l'entendit. Le craquement sec de branches cassées, des agents qui surgissaient des fourrés. Des aboiements, ceux de Molly la bâtarde, graves et furieux. Puis le cri d'effroi d'un homme et l'ordre sans appel de Deb. « Arrêtez-vous, police !» Encore des aboiements, encore des éclats de voix, et Cal lui-même s'arrêta en dérapage contrôlé dans la clairière, fusil devant lui, son sang cognant dans ses oreilles. Embuscade, coups de feu, cris de terreur. Il s'était préparé à tout, il s'attendait à tout. L'adrénaline coulait à flot dans ses veines, et autre chose encore. Une rage, primitive et sauvage parce que ce gamin avait tiré sur ses collègues, parce que lui-même avait foiré et emmené son équipe dans la ligne de mire d'un tueur. Noni, une grand-mère, avait poussé un cri en s'effondrant. Un cri sans fin. Et ensuite Antonio. Et lui-même en avait été réduit à se jeter à terre pour laisser passer l'orage. Il tomba sur le rable du jeune homme sans bien savoir ce qu'il faisait et lui enfonça le canon du fusil dans l'arrière du crâne. « Lâche ton arme! Lâche ton arme! Lâche ton arme !» Puis il reprit conscience de la situation, d'un seul coup. Molly lui apparut campée sur ses pattes raides de l'autre côté de l'homme roulé en boule, puis Deb derrière sa chienne, et Darren à 3 pas sur la droite de Cal. Aucun d'eux ne regardait la silhouette apeurée. Tous dévisageaient Cal avec de grands yeux. Une supplique monta de l'homme pelotonné à ses pieds. « Tirez pas, monsieur, je vous jure, tirez pas !» Cal rassembla ses esprits et se rendit compte qu'il tremblait comme une feuille. Un homme au bord de la crise de nerfs. Très lentement, très précautionneusement, il s'écarta. Le choc, se dit-il. Un deuil et une colère à retardement après les événements de la matinée. Peut-être même le stress post-traumatique si ce syndrome pouvait apparaître dans les heures qui suivent un incident. Pourquoi pas? Il était juste fabricant de fromage et pisteur. Jamais au cours de leur formation on ne leur apprenait à gérer le fait de devenir soi-même une cible. Ni ce qu'on ressentait en voyant ses coéquipiers tomber comme des mouches. Fabricant de fromage, pisteur de fugitifs. Et maintenant, pensa-t-il, autre chose encore. Deb prit la direction des opérations. Sa chienne, sa prise. « Les mains en l'air !» dit-elle sur un ton qui n'admettait pas la réplique. L'homme était recroquevillé sur ses genoux. Un sac de randonnée camouflage cachait presque tout son dos. Il avait les bras repliés sur la tête dans un geste de protection. Probablement plus en réaction aux aboiements forcenés de Molly qu'à leur propre assaut. Il leva aussitôt les bras au ciel. « Redressez-vous, très lentement. Restez à genoux. Redressez seulement le buste. » Docilement, l'homme obéit. Le gamin, plutôt. Même pas 20 ans, des cheveux blonds sales, un t-shirt vert foncé collé par la sueur. Ce n'était pas Telly Renache. Juste un randonneur terrorisé qui, à vue de nez, c'était le cas de le dire, venait de se pisser dessus. « Putain de merde !» dit-il tout bas. « C'était quoi? Je vous jure, la vache, je vous jure. »« Votre nom !» aboya Darren. « Ed Young. »« Qu'est-ce que vous faites ici, Ed ?»« De la randonnée, quoi. Enfin, juste pour échapper à la chaleur. Je pensais camper cette nuit, me baigner dans la rivière, me rafraîchir. »« Tout seul ?»« Ouais, bien sûr. » Son regard se déroba. À point nommé, Molly se mit à grogner. « J'ai pris mon portable, » ajouta l'autre à la hâte. « J'aurais peut-être appelé des potes pour qu'ils me rejoignent, mais là, pas moyen, parce que regardez, ici c'est toujours premier arrivé, premier servi, et quelqu'un était là avant moi. Pas de bol, hein ?» Pour la première fois, Cal embrassa la clairière du regard. Une sorte de campement sauvage. Les restes calcinés d'un foyer au milieu d'un rond de pierre, non loin de leur cible agenouillée. Plus loin, sur la gauche, une plateforme bricolée avec de vieilles palettes en bois sur laquelle se trouvait actuellement un petit tas de matériel. Les palettes étaient là pour éviter aux campeurs et à leurs affaires de se retrouver dans la boue en cas d'intempérie. Astuce assez classique sur la côte du Pacifique Nord, où il pleut plus souvent qu'à son tour. D'un signe de tête, Darren invita Cal à aller examiner les objets. Celui-ci se dirigea donc vers la plateforme en ayant soin de chercher au sol tout indice ou trace de pas qu'il aurait besoin de signaler pour la suite de l'enquête. Mais l'épais paillis d'aiguilles de pin conservait ses secrets. Il faudrait être plus heureux avec le matériel. « Tapis de sol » annonça-t-il en commençant à trier la pile de la pointe du fusil. « Tente, sac à dos. » Il s'agenouilla.
La tente était encore pliée et rangée dans sa housse de transport en nylon vert. Il distingua une inscription noire sur le bord. F. Duval, lut-il avant de lancer un regard vers Darren. Franck Duval, c'est à lui. On a trouvé le camp de base. Darren se retourna vers le jeune. Qui avez-vous vu? Demanda-t-il sévèrement. Hein? Qui? Mais j'ai vu personne, moi. Je viens juste d'arriver, j'ai vu le matos, et après, c'est comme si la forêt avait explosé. Ce chien... Il jeta un regard vers Molly, toujours au garde-à-vous, et frissonna. Écoutez, sérieux, je sais pas ce que c'est l'embrouille, mais c'est pas moi. Même Cal en déduisit que le gamin n'avait pas la conscience tranquille. Darren était apparemment du même avis. Il releva son fusil sur sa poitrine et se donna une contenance intimidante. « Quel âge avez-vous, Ed ?»« 19 ans. »« Vous êtes du coin? Vous avez grandi ici? »« Ouais. »« Vous allez au lycée de Bakersville? »« Ouais. »« Vous connaissez un élève? Telly Renash ?» Froncement de sourcils. « Non. »« Vraiment? Vous n'avez jamais entendu son nom? » Non. En même temps, le bahut est grand. Même pas ce matin, aux informations? Il s'est passé quoi ce matin? Le garçon avait l'air tellement perdu que pour une fois, Cal le crut. Vous avez marché combien de temps, Ed? Encore une question de Darren. Je suis parti à l'aube, à 6 heures pour éviter les grosses chaleurs, mais sérieux, avec la canicule, même à cette heure-là, il faisait trop chaud. Quel sentier? Intervint Cal. Lumatia. J'ai laissé ma voiture à quelques kilomètres au nord et je suis monté à pied. Donc il n'avait pas pris le sentier emprunté par l'équipe de recherche qui avait donc dû suivre la trace de Telly Renash. Vous avez démarré à 6 heures du matin et vous arrivez seulement? Continua Cal. Vous faites le concours du randonneur le plus lent du monde ou quoi? L'autre rougit. J'ai pris mon temps, profité du grand air, vous voyez. Il voulut écarter les bras pour désigner les arbres majestueux et le paysage grandiose autour de lui, mais Molly gronda. Aussitôt, les bras remontèrent à la verticale. Deb, derrière Molly, se pencha vers lui pour le renifler. « Je dirais que vous n'avez pas respiré que du grand air ?» observa-t-elle avec ironie. « Et sérieux, j'ai une ordonnance ?» répondit l'autre aussi sec. « Génial, pensa Cal. Il cherchait à coincer un tueur et voilà qu'il se retrouvait avec un fumeur de joint à moitié défoncé. « Vous avez croisé d'autres randonneurs ?» demanda-t-il. « Sur les sentiers ?»« Ouais, c'est clair, on est en août, ça grouille de monde. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de monter ici, un coin pas indiqué sur les cartes, vous voyez. Faut être d'ici. » « Est-ce que vous auriez croisé un homme seul, à peu près de votre âge ?»« Je sais pas, moi. »« Réfléchissez mieux, » dit Darren, esquissant un petit pas menaçant vers lui. « Non, sûr que non. Des groupes, oui. J'en ai vu 3 ou 4, un petit couple, un vieux avec un chien. Mais un gars tout seul comme moi, non. »« Un quad ?» suggéra Cal. « Est-ce que vous en auriez vu ou entendu un dans les parages ?» Ed les regarda avec incompréhension. « Il n'y a pas de quad par ici, les sentiers sont pas assez larges. » Cal confirma. Lumatia était réservé aux marcheurs. Le suivre avec un véhicule aurait été difficile et, étant donné le flot soutenu de randonneurs, voyant. Quand il voudrait monter au campement, Telly serait donc forcé de le laisser quelque part, ou d'arriver par une autre voie. Lui-même adepte de la marche, Cal ne connaissait pas bien le réseau des sentiers accessibles aux véhicules récréatifs. Le plus probable était que Telly était monté ici à la première heure, par le même chemin moins fréquenté qu'eux. Dans ce cas, il n'avait à aucun moment croisé Lumatia. Une fois son matériel déposé, il avait dû redescendre par le même itinéraire pour récupérer sa voiture. Arrêt suivant, la station EZ-Gaz pour un nouveau carnage. Une question s'imposait. Si Telly était venu ici déposer ses affaires de camping en prévision de l'avenir, y avait-il aussi caché les armes à feu manquantes? Cal regarda Darren et vit que l'officier du SWAT en était arrivé à la même conclusion. Celui-ci poussa un sifflement qui fit descendre Mitch de son perchoir. Et tandis que Molly la bâtarde tenait leur randonneur tout tremblant à l'œil, ils ratissèrent pour de bon le secteur. Une mallette de transport pour carabine était un objet franchement encombrant. Dans la mesure où Telly avait été filmé avec un pistolet puis avait tiré sur l'équipe de Cal à la carabine,
2 armes de poing et 2 armes longues restaient à localiser. Cal imaginait que pour plus de facilité, Telly avait pu les fourrer dans un seul grand sac polochon et utiliser la place restante pour des boîtes de munitions. Une lourde charge, surtout qu'il portait de surcroît un sac à dos à armature métallique, une tente et un sac de couchage. À son arrivée, Telly avait dû être soulagé de se délester de son fardeau. Sac à dos, tente et sac de couchage se trouvaient sur la palette en bois. Mais quid d'un sac polochon? Ou d'une mallette pour armes longues, quelque chose? Darren et Deb se chargèrent du campement et Mitch se concentra sur les arbres, au cas où Telly aurait eu l'idée de planquer ses armes en hauteur. Cal en revint à sa spécialité, chercher des traces. Fougères écrasées, branches cassées, éraflures fraîches sur des troncs moussus. Tout ce qui pourrait indiquer dans quelle direction Telly avait quitté la clairière en quête d'une cache plus discrète. Mais une fois de plus, l'épais tapis d'aiguilles lui rendit la tâche presque impossible. Ils élargirent progressivement le périmètre des recherches en procédant par cercles concentriques. Il faisait chaud, la besogne était fastidieuse. Et ne donna strictement aucun résultat. Ils retournèrent à leur fumeur de shit et vidèrent son sac à dos au cas où il aurait trouvé les armes avant eux. Toujours rien. 2 carabines, 2 pistolets, des boîtes de munitions en pagaille. Tout cela ne pouvait pas s'être purement et simplement volatilisé. Et pourtant, ils avaient trouvé le camp de base de Telly Renash, mais pas la moindre trace de son arsenal. Ordre du PC. Remettre le campement dans l'état où ils l'avaient trouvé, poser les caméras et se replier. En l'absence de témoignages permettant de localiser Telly, ou même un homme seul en quad, il n'avait aucun moyen de savoir s'il se trouvait dans les parages. Or, le shérif Atkins était catégorique. La prochaine fois qu'il rencontrerait le fugitif armé, elle tenait à ce que cela se passe selon leurs conditions. Par exemple, lorsqu'il aurait regagné son campement et que, se croyant enfin en sécurité, il serait dans les bras de Morphée. Mais Cal ne l'entendait pas de cette oreille. Maintenant qu'ils avaient établi ce qui ne se trouvait pas dans le campement, les armes, il voulait qu'on lui laisse une chance de découvrir les indices qui s'y trouvaient. Or, il reconnaissait une qualité au shérif. Au moins, elle savait écouter. Après une petite guerre de tranchées, ils s'entendirent sur un compromis. Deb et sa chienne allaient redescendre le randonneur récalcitrant au PC, où le shérif et ses enquêteurs le cuisineraient plus en détail. Mitch remonterait dans son arbre. Depuis ce poste d'observation et à l'aide de ses jumelles, il pourrait détecter Telly bien avant que l'autre ne les repère si jamais il s'approchait. Et pendant que Darren monterait également la garde, Cal fouillerait le campement aussi vite et bien que possible. « Après, vous dégagez », insista Shelly. « Ça marche. Mais soit dit entre nous, rien n'indique que Telly soit dans les environs. Or, on va avoir besoin d'autant d'informations que possible sur ce garçon. Prenez des photos, avant, pendant et après la fouille, et remettez tout exactement dans l'ordre où vous l'avez trouvé. Il ne faut pas lui faire peur. Lancer une attaque surprise à son retour est notre meilleure chance d'en finir. J'ai des capacités d'observation exceptionnelles, vous vous souvenez? Je crois que c'est dans mes cordes. Vraiment? Dans ce cas, qui se trouve juste derrière vous? Hein? Cal se retourna brusquement et découvrit personne. À l'autre bout de la radio, « Je vous ai eu. » Puis, plus sobrement, « Vite fait, bien fait, ne traînez pas, je suis sérieuse. On a eu assez de dégâts pour aujourd'hui. » Deb et Molly partirent avec Ed qui planait à moitié. Molly, toujours sur la brèche, fixait sa prise avec ses yeux noirs. Elle ne ressemblait plus à une fidèle compagne qui vous souriait, la langue pendante. Plutôt à une prédatrice qui se léchait les babines. Une fois débarrassé du civil, Mitch retourna se percher dans son arbre, et Darren se posta accroupi derrière un buisson de fougères, partageant son attention entre le sentier par lequel ils avaient rejoint la clairière et la zone où passait l'Umatia par lequel Ed était arrivé. Cal se mit au travail, en commençant par le matériel de camping. Même s'il avait frimé devant le shérif, il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas se permettre d'effaroucher leur suspect en laissant voir que sa base opérationnelle était découverte. Cal avait envie de croire qu'il était capable de battre un ado au jeu du plus malin, mais il fallait reconnaître que celui-là était futé. Depuis les premiers meurtres, Telly avait fait preuve à chaque étape d'un sens stratégique étonnant. Cal eut donc la sagesse de prendre une photo de la pile de matériel à laquelle il pourrait se référer pour tout remettre en place. Il commença par le sac de couchage qu'il déroula entièrement pour en inspecter tant l'intérieur que l'extérieur. Il en suivit les coutures sans bien savoir ce qu'il cherchait. N'importe quel indice susceptible de l'aider à coincer un assassin. Quand il fut prouvé que le sac de couchage ne contenait rien d'autre que du nylon et de la flanelle,
Il le roula et le remit à sa place sur la palette. Le sac de randonnée à armature métallique comportait une multitude de poches, sangles et autres lanières. Cal progressa de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant par une pochette qui contenait tout l'équipement de base du marcheur. Trousse de premiers secours, cartes topographiques, etc. Un assortiment familier à Cal qui avait le même dans son sac. Ensuite, il découvrit dans une poche intérieure des barres de céréales, 2 clémentines et un sachet de ce qui avait dû être des amandes enrobées de chocolat mais n'était plus qu'un infâme magma. 2 bouteilles d'eau, notoirement insuffisant par ces températures, ce qui donna un peu d'espoir à Cal. Quand Telly aurait consommé ces bouteilles, ce qui ne serait tardé, il serait obligé de chercher du ravitaillement. Dans le compartiment principal du sac, Cal fit sa première trouvaille surprenante. Des livres. Telly, en partance pour une équipée meurtrière, avait emporté des livres. Cal voulut les sortir du sac, mais se ravisa et prit d'abord rapidement une photo. Telly le remarquerait-il si Cal ne les replaçait pas dans le bon ordre? Mieux valait être prudent. Premier livre que sortit Cal. Un mince volume pour enfants. Clifford le gros chien rouge. Emprunté à la bibliothèque municipale de Bakersville. À en croire la dernière page, il aurait dû être rendu depuis 12 jours. Cal en resta pantois. Un adolescent avec un album illustré. Il photographia la couverture, puis la page avec les coordonnées de la bibliothèque. Enchaînons. Plusieurs petits carnets de notes à spirale. Premier prix, le genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. Il en compta 5, prit celui du dessus, l'ouvrit à la première page, et fut une nouvelle fois cueilli. Pas de texte, mais une photo, format 11/15. Un gros plan d'un nourrisson enveloppé dans une couverture bleue, dans les bras d'une femme dont on ne voyait que le profil car elle regardait le nouveau-né. Telly avec sa mère? Aucune légende. Juste la photo aux couleurs fanées par le temps, scotchée en plein milieu de la page. Cal était décontenancé d'avoir sous les yeux une image aussi banale. Un bébé, adorable et innocent. Une maman, heureuse et tendre. Quand on pensait que 17 ans plus tard, le poupon était devenu un garçon déterminé à tous les exterminer. Lentement, Cal feuilleta le carnet. Armé de son téléphone portable, il photographiait page après page. Le bébé devint petit garçon, puis fut rejoint par un second bébé dans une couverture rose. Le petit garçon et la petite fille grandirent sans qu'aucune légende ne donne de renseignements sur ces instants Kodak. Et pas de parents à l'horizon. « Noonan !» protesta Darren derrière lui. « Je sais. » Il accéléra le mouvement et alla à la dernière page de l'album. Une seule photo, un homme relativement âgé. Flou, pas une image de très bonne qualité. Peut-être le père indigne ou, à en juger par le cheveu rare et grisonnant, un grand-père. Toujours pas de légende. Juste un homme seul qui, à une époque, avait dû compter pour Telly Renache. Cal reposa l'album, passa aussitôt au carnet suivant. Telly pouvait débarquer d'un instant à l'autre et faire parler la poudre. Pire, il était peut-être terré depuis le début dans une planque qu'il n'avait pas découverte. Et à cette minute même, il calait la crosse de sa carabine au creux de son épaule, et après une profonde respiration, positionnait le réticule sur la nuque de Cal. Les carnets. Encore 4 à examiner. Il choisit celui à la couverture verte. Et eut enfin la satisfaction d'y trouver ce qu'il cherchait. Du texte. Toutes les lignes, la marge, le haut de la page, même les petits espaces entre les spirales étaient noircis de mots, sans queue ni tête. Des bouts de phrases, des pensées répétitives. Sans doute pas toutes écrites au même moment d'ailleurs. Sur certaines lignes, les lettres étaient plus grandes, brouillonnes, comme de la main d'un enfant de primaire. Alors que les mots surchargés d'encre entassés à l'intérieur de la spirale, il ne pouvait même pas les lire pour la plupart. L'écriture était presque microscopique, très maîtrisée. Un Telly qui aurait grandi et qui, manquant de place à la fin du carnet, serait revenu à la première page pour finir de la remplir compulsivement. Cal prit une photo, se rendant compte que la page était beaucoup trop dense pour qu'un pisteur fébrile la lise alors qu'il risquait peut-être de se faire exploser le crâne. Il accéléra. Un carnet, l'autre, le suivant. Photo sur photo pendant que Darren le pressait de se grouiller. Il feuilleta les ultimes pages du dernier carnet. Clic, clic, clic. Des indices pour la police, du grain à moudre pour le profileur à la retraite. Et pour finir, il n'éteint plus. Il baissa le téléphone et lut. Il s'attendait à un chapelet de vitupérations ou de récriminations contre la terre entière. Peut-être même une liste de tous les affronts subis par Telly. Mais non. Les dernières pages du dernier carnet faisaient écho au mur de sa chambre.
Elle ne contenait ni récit des événements de la journée, ni réflexion métaphysique, mais une litanie de mots. Héros ou zéro? Qui suis-je? Protecteur, destructeur, protecteur, destructeur, protecteur. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? L'écriture était plus appuyée sur les 2 dernières pages. Les lettres très noires, comme si Telly était repassée plusieurs fois sur chaque mot. Pas seulement pour remplir la page, mais pour graver son anxiété dans le papier. Réfléchis, 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 lisait-on. Mais à quoi? Se demandait Cal. Puis, sur la toute dernière page, un seul mot. Un engagement. Héros. Cal secoua la tête. Il rangea tous les objets, reconstitua la nature morte sur la palette, puis posa les caméras à détecteur de mouvement. Après quoi, il héla ses flanqueurs, qui réapparurent à ses côtés, et ils reprirent le sentier. Le scénario idéal? Telly regagnait d'ici peu son camp de base et déclenchait les caméras en déballant son matériel. Il s'assoupissait, les forces d'intervention donnaient l'assaut et la ville pouvait de nouveau dormir sur ses 2 oreilles. Le scénario du pire? Telly ne revenait jamais au campement. Et ce meurtrier de masse qui se prenait pour un héros pouvait être absolument n'importe où. Chapitre 30. Luca pousse des gémissements sourds. Je peux pas lui en vouloir. Moi-même, je suis éreintée et je sais plus très bien où je suis. J'ai l'impression que nous errons dans la forêt depuis une éternité. Nous avons suivi la rivière vers les sentiers de Quad, vers mon frère l'assassin, vers peut-être rien du tout. Il est tard. Je le sais parce que j'arrête pas de consulter mon téléphone. Je l'allume et je l'éteins aussitôt, pour voir l'heure et bien sûr mes messages. Mais rien d'autre de Quincy ni de Rainy. Ce qui confirme ce que je soupçonnais depuis le début. Le texto de Quincy m'annonçant que mon frère avait été arrêté était un mensonge. Je m'en doutais. Bah voyons. Ils appréhendent un jeune soupçonné d'avoir tiré sur je ne sais combien de personnes, et leur premier mouvement, c'est d'appeler sa sœur pour une réunion de famille. Je fais attention à ce qui se dit pendant nos dîners. Je sais qu'on a le droit de mentir à un meurtrier présumé ou à sa fille adolescente, du moment que c'est pour la bonne cause. Mais le fait que j'ai sans doute raison ne me console pas. Ça me ferait plutôt de la peine. Et puis Quincy me manque, parce qu'il m'aime assez pour mentir et que ça force mon respect. Donc nous errons, Luca et moi, en suivant la rivière pour ne pas nous égarer tout à fait. Et pour disposer d'eau en abondance pour Luca, condamné à porter un manteau de fourrure malgré la chaleur. De temps à autre, je nous donne un bout à manger, mais avec parcimonie, parce que comme j'ignore où nous allons et combien de temps cela va nous prendre, je ne sais pas très bien comment rationner les vivres. Luca a l'habitude de dîner à 5 heures, pétante. Dès 4h30, 5h moins le quart, il rôde dans la cuisine en regardant ostensiblement sa gamelle. Où cache-t-il sa montre? Mystère. Mais il peut vous donner l'heure avec plus d'exactitude que n'importe quelle horloge parlante et depuis 1 heure environ, il est très agité. Même si je n'ai pas une notion du temps aussi précise que la sienne, mon estomac gargouille. Une pause pour partager une barre de céréales. Luca ne fait qu'une bouchée de sa moitié. J'essaie au moins de savourer la mienne, mais le déjeuner est déjà loin. Et nous sommes accablés de chaleur, de fatigue. Le découragement pointe. Il faut espérer un miracle, or ce n'est pas dans mon tempérament. Du bruit. Il me faut un moment pour en prendre conscience. Lointain, un bourdonnement de ruches. Mais je m'aperçois que le son est continu et que le volume augmente. Ça se rapproche. Un moteur. Un quad, à tous les coups. Nous avons donc rejoint les sentiers qui leur sont réservés. Aussitôt me voilà électrisée, paniquée et terrifiée tout à la fois. Est-ce que c'est lui? Est-ce ce frère que je n'ai pas vu depuis si longtemps qui vient dans notre direction? Je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Salut, tu te souviens de moi? Non, ne tire pas! Je presse le pas, malgré moi. Je suis tellement nerveuse et épuisée qu'il faut que je sois fixée. Même si c'est horrible, même si j'ai tout faux et que mon frère, le dernier représentant de ma famille, me tire dessus, eh bien ce sera toujours mieux que de rester dans l'incertitude. Comme je suis une idiote qui agit sans réfléchir, tout ce que Quincy et Rainy m'ont toujours reproché, je commence à trottiner, Luca sur les talons vers la source du bruit. Je rejoins le sentier juste au moment où un robuste quad noir arrive dans un hurlement de moteur et passe en trombe à côté de moi. Ma première impression,
Il ne s'agit pas d'un petit jeune, mais d'un grand gaillard baraqué, coiffé d'un casque, qui roule à tombeau ouvert. Puis 3 secondes derrière lui, un autre véhicule franchit le virage et passe comme un éclair. 2 potes qui s'en paient une bonne tranche. Manifestement, mon frère n'est pas le seul taré dans cette forêt. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis venue, j'ai vu, et je suis totalement au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer chez moi à la tête basse et de subir mon châtiment. Rainy, au moins, me prendra dans ses bras. J'aurais bien besoin d'un câlin à l'heure qu'il est. Un grognement. Si grave qu'il me faut un moment pour l'entendre. Lucas s'est raidi sur ses pattes à côté de moi. Il regarde fixement un buisson, un grondement sourd au fond de la gorge. Je tique et je m'apprête à le faire taire lorsque je le découvre. Immobile comme une statue, le visage strié de traînées marron et noires. On pourrait le confondre avec les broussailles ou l'arbre juste derrière lui, mais non. C'est mon frère. Face à moi. Une carabine. Je la vois sans la voir réellement. Dans la seconde qui suit, je tombe à genoux, je passe mes bras autour du cou soyeux de Lucas et mon chien de garde se met à aboyer de bon cœur. Chut, chut. Il faut que je le fasse taire, que je le calme, mais je ne sais plus un mot de néerlandais et j'en suis réduite à me cramponner à mon chien et à faire barrage de mon corps en suppliant. Ne tire pas, ne tire pas. C'est pas la faute de Lucas. C'est moi qui l'ai obligé à venir, mais c'est un bon chien. Le meilleur. Lui fais pas de mal, je t'en prie, je t'en prie. Clifford, dit mon frère d'une voix éraillée, comme rouillée. Je hoche la tête sans comprendre. Ensuite, mon néerlandais me revient suffisamment pour donner à Lucas l'ordre de se mettre au repos. Il obéit, mais je devine à la raideur de son corps entre mes bras qu'il ne me croit pas. Je garde la tête enfouie au creux de son cou. Si mon frère doit nous tuer tous les deux, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas savoir que j'ai conduit mon chien à la mort. Les secondes passent. Peut-être une minute entière. Comment savoir? Pour finir, je sens les muscles des épaules de Lucas se détendre. Quand je relève la tête, je m'attends à ce que mon frère soit reparti. À ce qu'il se soit envolé de manière aussi spectaculaire qu'il est apparu. Mais il est toujours là. Il n'a pas bougé d'un pouce. Avec son visage peinturluré, difficile de distinguer ses traits. Je vois surtout le blanc de ses yeux. Je me demande comment il a appris à se grimer aussi bien, à connaître les techniques de survie en milieu naturel. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore sur ce frère. Charla, dit-il. Telly. Et pendant un long moment, plus rien. C'est Lucas qui rompt le silence. Il gémit, me lèche le visage. Je me rends compte que je pleure et ça me gêne. Je m'écarte de Lucas le temps d'essuyer mes joues. Quand je relève les yeux, mon frère est toujours là, les sentiers et les bois paisibles autour de nous. « Je te cherchais, dis-je, parce qu'il faut bien que l'un de nous fasse le premier pas. J'ai appris que t'avais de nouveaux parents. Des flics. T'aurais dû rester avec eux. Je voulais pas que tu leur fasses du mal. Ni que... » Je me force à le regarder dans les yeux. Je ne voulais pas qu'il soit obligé de t'en faire. Il ne répond pas, il me regarde sans mot dire. Il tient mollement sa carabine. Je me demande si c'est avec cette arme qu'il a tiré sur ses parents, sur les gens de la station-service et sur les policiers. On dirait bien que mon grand frère a trouvé mieux qu'une batte de baseball. « Tes parents d'accueil ?» dis-je finalement. « Pourquoi ?» Il secoue la tête comme s'il essayait de nier ce que je viens de dire. « Et les inconnus à la station-service? Qu'est-ce que tu fabriques, Telly? Tu devrais pas être là. » Mais j'y suis. Rentre chez toi. Sinon quoi? Tu vas me descendre? Je me grandis, fière de paraître si brave, même si je tremble intérieurement. Mon frère me regarde encore et j'arrive enfin à déchiffrer son expression. Chagrin, horreur, tristesse. Une tristesse sans fond, infinie. C'est plus fort que moi, je tends la main vers lui. En un éclair, il entre en action. Pointe la carabine droit sur moi, d'un bras qui ne tremble pas. C'est sûr, il a fait du chemin en 8 ans. Lucas recommence à gronder et seuls mes doigts serrés sur son collier le retiennent. Merde, Charla. Tu veux que je te trouve une batte de baseball? Va-t'en, rentre chez toi. Je plaisante pas. Éloigne-toi de moi. Sinon quoi?
Tu tires? Tu comprends pas. Explique-moi alors. Éloigne-toi de moi. Jamais. Je vais tirer, je te jure, je vais le faire. Vas-y. Espèce de petite... Pense à ton bras, Charla. Tu veux que je te casse l'autre? Maman, dis-je. Il reste interdit. Le canon de la carabine se met à osciller au bout de son bras hésitant. Quoi? Maman, répétai-je. Il reste muet. Ça ne m'étonne pas. Je me souviens de maman, dis-je d'une voix ferme. Je me souviens de cette soirée. Et je sais, Telly. Je sais pourquoi tu m'as cassé le bras. Je n'attends plus. Je lâche le collier de mon chien, j'avance droit au milieu des fourrés, droit vers la carabine. Je la repousse sur le côté, je pose mes mains sur les épaules de Telly et je lui dis ce que j'aurais dû lui dire il y a 8 ans. Je lui souffle au creux de l'oreille. Je suis désolée, Telly. Tout était ma faute. Je te demande pardon. J'enlace la taille fine de mon grand frère et je le serre dans mes bras pendant qu'il sanglote. Telly s'écarte et se remet à marcher. Sans même lui poser la question, je trottine derrière lui, Luca sur les talons. Où est-ce qu'on va? N'importe où, pourvu qu'ils s'y attendent pas. Pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un plan. On ne peut pas marcher indéfiniment, surtout par cette chaleur. Et c'est pas pour me vanter, mais mes nouveaux parents sont rudement forts. Quincy a même essayé de me faire rentrer en prétextant qu'on t'avait retrouvé. Ça finira par arriver. Telly s'immobilise un court instant, me lance un regard. Ils ont trouvé mon campement? C'est ça qu'il a dit? Je ne me souviens pas. Il hoche la tête, recommence à marcher à grands pas au bord du sentier. Je parie que c'est ça. Après la découverte des corps de Frank et Sandra, ils ont dû appeler Henry. Il a dû remarquer qu'il manquait des affaires de camping et, le connaissant, il n'a pas pu s'empêcher de leur indiquer le lieu de campement préféré de Frank. Il hoche une nouvelle fois la tête, plus pour lui-même que pour moi. Tant mieux. Tant mieux? Est-ce que ça veut pas dire que la police a saisi tout ton matériel de camping? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Il me reste une pomme, proposai-je timidement. Telly porte un sac à dos bleu marine, à peu près de la même taille que le mien. Il paraît lourd, mais je suis trop froussarde pour lui demander s'il est plein de nourriture ou de munitions. Telly refuse mon offre d'un signe de tête. De l'eau? Demande-t-il à la place. Une bouteille. Je commence à retirer une bretelle de mon sac à dos, mais il fait encore non de la tête et passe derrière moi. Je sens diverses secousses lorsqu'il ouvre la fermeture à glissière de mon sac et que le poids se déplace pendant qu'il fourrage à l'intérieur. Après une petite éternité, il revient en face de moi avec la bouteille en plastique. Moi, j'ai un bout de papier à la main. Mon numéro de portable griffonné sur une feuille de calepin. Je le lui tends sans un mot. Telly ne dit rien, le glisse dans sa poche. Il lance ensuite un regard vers Luca. En réaction, mon chien retrousse les babines et montre de longs crocs blancs. Loin d'en être effrayé, mon frère hoche la tête avec satisfaction. Il paraît que c'est un chien policier. À la retraite, genou foutu. Il peut faire de la randonnée. Ce genre de marche ne lui pose pas de problème. Et l'exercice est bon pour lui. J'ai encore des friandises pour lui et jusque-là il se désaltère en buvant dans les cours d'eau. T'as un plan d'action? Il ne répond pas, presse le pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à arpenter la forêt en tirant sur le premier venu? Ou est-ce que tu vas maintenant te contenter des forces de l'ordre? Tu rentres chez toi quand tu veux, m'informe-t-il. Mais je sais où tu es. Non, tu sais seulement où j'ai été à un moment donné. C'est comme le campement, je savais que la police le trouverait. Je comptais bien là-dessus, en fait. Parce que maintenant, ils concentrent leurs efforts là-haut alors que je suis ici. Il me jette un coup d'œil. Tu t'y connais en technique d'enquête? Comme ci, comme ça, réponds-je évasive. Des trucs dont j'entends parler au dîner. Moi, je sais ce que j'ai lu dans des livres. Quand elle recherche un individu, la police commence par interroger les gens qu'il fréquente habituellement. Mais dans mon cas, il n'y a personne. Alors elle a dû se retourner vers ma conseillère de probation, Ali. Vers Henry, bien sûr. Et vers toi, conclut-il en me lançant un regard. Mais je ne sais rien. Puisque 8 ans ont passé, mais je ne le précise pas. Comme tu dis, répond-il en continuant à marcher dans mon pas. Je savais pas ce que t'étais devenu, dis-je finalement. J'ai du mal à ne pas me laisser distancer.
Telly a bien poussé. Alors que je suis tout en bras et en jambes, lui, à 17 ans, est devenu un vrai gars. Grand, fort, peut-être beau, mais c'est difficile à dire avec le maquillage qui recouvre tout son visage. Je me demande s'il ressemble à notre père. Encore un point sur lequel je serais incapable de me prononcer, étant donné que je n'ai pas vraiment de souvenir de nos parents. Dans mon enfance, mes premières années, Telly était le centre de mon univers. Le grand frère qui s'occupait de moi. Celui dont je croyais qu'il ne me quitterait jamais. Quand je suis sortie de l'hôpital, la dame m'a emmenée dans la première famille d'accueil. Je pensais que t'y serais. Je suis entrée pratiquement en courant tellement j'étais impatiente de te voir. Mais t'étais pas là. Telly ne dit rien. On t'a envoyé dans une autre famille? Peu importe. Bon sang, Charla, c'est si vieux tout ça. Mes yeux piquent de nouveau. Je me retiens de pleurer. C'était ce que je voulais, retrouver mon frère, être avec lui, voir de mes propres yeux ce qu'il était devenu. Eh bien, j'y suis. Pour une fois dans ma vie, j'ai réussi à mener un projet à bien, je ne vais pas pleurer maintenant. J'ai dit à la police, à la dame de l'hôpital, que tu nous avais protégés. Que papa avait un couteau et que c'était lui qui avait commencé. Et le jour de ma sortie, la dame m'a dit que tout irait bien pour toi, que tu n'avais pas de problème. Telly s'arrête, si net que je le dépasse de 3 pas avant de pouvoir freiner mon propre élan. Oublie tout ça, je suis plus garçon, ça n'a pas d'importance. Dis l'ado qui tire sur tout ce qui bouge. Ça n'a aucun rapport. Alors ça a rapport avec quoi? T'as tué tes parents d'accueil. Des gens bien, m'ont dit Rainy et Quincy. Tu les as abattus dans leur lit. C'est ce que tu crois? C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu fous ici? Pardon? Le changement de sujet me prend à contre-pied. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu veux me sauver? Comme la dernière fois? Ces accents railleurs me blessent au plus profond de moi. Je me mets à trembler sans pouvoir me contrôler. Tu veux savoir ce qui arrive à un petit garçon de 9 ans qui tue ses parents à coups de batte, qui casse le bras de sa petite sœur? Ils ont des foyers pour tous, ces gens de l'assistance. Même pour les monstres dans mon genre. Et c'est là que je suis allée et que j'ai fait mon temps. Seule, isolée. Et tous les soirs, quand je m'endormais, c'était l'occasion de rêver une fois de plus de notre cher papa. Et de maman. Sauf que parfois, dans mes rêves, papa arrive à ses fins. C'est nous qui mourrons et lui qui gagne. D'autres fois, c'est maman qui attrape le couteau et qui nous pourchasse. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé. Ton cri. Et c'est ça qui m'a réveillée toutes les nuits pendant des années. Ma petite sœur qui crie parce que je lui ai fracturé le bras avec une batte de baseball. Il a le souffle court. Moi aussi. Rentre chez toi, Charla. Je sais pas ce que t'espères, mais c'est trop tard pour nous deux. Il n'a plus l'air en colère. Défait plutôt. Je fonds de nouveau en larmes. Tu me manques, dis-je tout bas. Pourquoi? Ça sert à rien. Je savais pas qui appeler, à qui demander. Cette première maison, c'était pas un endroit pour moi. Ni la deuxième, ni la troisième ou la quatrième. Mais quelque chose me dit que Telly connaît ça par cœur. Il a sa propre liste. T'as fini par atterrir dans une bonne famille. Il s'était passé trop de temps. Je voyais plus comment demander de tes nouvelles. Tu sais quoi, Charla? Moi aussi, j'ai fini par atterrir dans une bonne famille. Où ça? Chez les Duval. Mais tu m'as entendu. C'était des gens bien. Ils méritaient pas ce qui leur est arrivé. Alors pourquoi? Franck voulait que je te retrouve. Il pensait que si je voyais que t'allais bien, que tu faisais ton petit bonhomme de chemin, je pourrais en faire autant. Les mots me manquent. Telly se retourne, plante son regard dans le mien. Est-ce que tu vas bien, Charla? Est-ce que tu fais ton petit bonhomme de chemin? Je suppose. Est-ce que tu rêves de nos parents? Est-ce que tu te réveilles en hurlant la nuit? Non. Tu sais, quelque temps après mon arrivée chez les Duval, j'ai commencé à faire ce rêve. Un fantasme, plutôt. J'allais avoir 18 ans. J'allais construire ma vie, comme il disait. Et alors je serais venue te chercher, Charla. Super grand frère aurait encore une fois volé au secours de sa petite sœur. T'aurais été dans un de ces foyers sordides. On en a tous les deux connus, pas vrai? Je confirme. Mais je serais venue, je t'aurais tiré de là. On aurait de nouveau formé une famille. Cette fois-ci, j'aurais réussi.
Je reste sans voix. Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as de bons parents à ce que m'a dit ma conseillère. Ils vont t'adopter, te donner une vraie famille. Je baisse la tête, honteuse, sans trop savoir pourquoi. Tant mieux, Charla. C'est génial que t'ailles bien. Tu vas pouvoir t'en sortir sans moi. Telly, j'essaie, mais en fait, je ne vois pas quoi répondre. Va-t'en, dit-il. Garde ton chien près de toi, tes nouveaux parents aussi. Si t'as un peu d'affection pour moi, sois heureuse. Profite de la vie. Comme ça, je saurai qu'au moins l'un de nous deux a réussi. Il se retourne et repart avec des enjambées si longues, si rapides, que j'arriverai jamais à le rattraper. Ses derniers mots volent jusqu'à moi, lancés par-dessus son épaule. Désolée, Charla. T'as tes parents policiers, et moi j'ai encore au moins une personne à tuer. Je ne peux pas suivre. Mon frère me quitte. Il disparaît dans les bois, silhouette solitaire armée d'une carabine. Je reste là un long moment, Luca à mes côtés, toujours aux aguets. J'ai la gorge nouée, comme un poids sur la poitrine. J'arrive pas à me défaire du sentiment que c'est la dernière fois que je parle à mon frère. Que je ne le reverrai jamais. Mon épaule me lance. Ça m'est égal. Je donnerai mon autre épaule, je donnerai n'importe quoi, je crois. Mais cela ne sert à rien. Parce qu'il est parti et que je suis encore trop petite pour le suivre. Les minutes se succèdent dans la forêt silencieuse. Pour finir, je sors mon portable de ma poche. Je l'allume et je dis ce que j'aurais dû dire il y a des heures. Rainy, c'est Charla. S'il te plaît, je voudrais rentrer à la maison. Chapitre 31. Franck s'était mis en tête qu'on devait aller à la chasse. « Ça va être super », m'avait-il expliqué. « Je connais le coin idéal pour camper. Je l'ai découvert quand j'avais à peu près ton âge, mais il ne figure sur aucune carte. C'est juste une petite clairière sans rien autour en pleine forêt. On montera la tente, on se fera un frichti sur le feu, on comptera les étoiles dans le ciel. Tu verras, tu vas adorer. » J'étais moins convaincue. Camper, d'accord, pourquoi pas. Mais chasser supposait d'abattre du gibier. J'en étais encore à apprivoiser la carabine. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'avoir dans ma ligne de mire un animal dont dépendrait notre dîner. Mais quand Franck avait une idée quelque part, pas moyen de couper à cette partie de chasse. Nous avons commencé les préparatifs le jeudi soir. L'occasion de découvrir qu'une nuit de camping exige beaucoup de matériel. La moitié du contenu du garage, à peu près. Ma mission, m'expliqua Franck, était de maîtriser le montage de la tente avant que nous ne soyons en pleine nature, exténués après une journée de marche en forêt, peut-être trempés à cause des intempéries. Les intempéries? Oui, la pluie, par exemple. Il est censé pleuvoir. On va camper sous la pluie. Franck me charria. Quoi? Tu crois que Lewis et Clark ne sortaient que par beau temps? Je crois que si Lewis et Clark avaient eu Google Maps, ils seraient restés chez eux. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans le camping? Non. Certains enfants pensent que ce sont les chamallows grillés. J'ai plus 6 ans. Et certains types que c'est le fait de veiller toute la nuit en buvant des bières autour d'un feu. Pas mon genre. C'est le silence, Telly. Pour les gens comme toi et moi, c'est le seul endroit, le seul moment où trouver la paix. L'attente, donc. S'entraîner au montage, s'entraîner au démontage. Pourquoi pas? Le montage se révéla assez simple. Franck tenait à ses joujoux et la tente dôme LL Bean haut de gamme était facile à comprendre. Enfiler les arceaux dans les gouttières en tissu A, B et C, les fixer au coin et hop, un abri en polyester bleu indéchirable. Pas mal, je dois reconnaître. Montage de la tente, validé. En revanche, la démonter et la rouler pour la faire rentrer dans sa housse de rangement, pas moyen, impossible. J'ai essayé de la plier dans un sens, dans l'autre. Tu parles d'un casse-tête. Franck n'aurait pas levé le petit doigt pour m'aider. Il avait sorti le plus gros sac à dos que j'avais jamais vu. Une armature métallique, une ceinture et des bretelles rembourrées, des attaches un peu partout. On ne porte pas un sac avec son dos.
m'expliqua-t-il lorsque je fis enfin une pause à bout de souffle, la moitié de la tente rentrée dans la housse, l'autre moitié explosée à l'extérieur comme un champignon. C'est le meilleur moyen de s'épuiser, voire de se blesser. En fait, il faut fixer la charge autour de ses hanches et la porter avec son pelvis comme la nature l'a prévu. Donc, en premier, tu serres la ceinture lombaire. Ensuite, évidemment, les bretelles pour tenir le poids serré contre ton dos. Dernier réglage, la sangle de poitrine. Crois-moi, si tu fais l'effort de bien positionner ton sac au départ, tu pourras avaler les kilomètres pratiquement sans t'apercevoir de sa présence. Je lorgnai le monstre avec scepticisme. Il avait l'air de peser 10 bons kilos avant même d'ajouter cette fichue tente, les tapis de sol, les cartes, les vivres, les accessoires et ainsi de suite. On devrait peut-être laisser la tente, dis-je. En fait, tu devrais peut-être me laisser tout court. J'aime bien avoir un lit. Et l'eau courante et un toit au-dessus de ma tête qui ne risque pas de se déchirer ou de s'envoler comme un gros ballon. Ça va être un week-end formidable, j'en suis sûre. Je montai encore une fois la tente, la démontai encore, plusieurs fois, jusqu'à ce que ça cesse d'être une galère monumentale et que ça devienne presque de l'ordre du possible. Mais ce n'était que la première phase de mon apprentissage. Après le montage de la tente et le chargement du sac, l'exposé sur les principaux objets nécessaires à la survie en pleine nature. Couteau suisse, allumettes, trousse de premier secours, comprimés pour purifier l'eau. Même un aimant et une ficelle avec lesquels on pouvait fabriquer une boussole de savant cosinus. On pouvait pas enlever ça à Franck. Il adorait vraiment son métier. Et puis, vu mes résultats au lycée, il n'était pas exclu que je me retrouve à vivre sous la tente dans un proche avenir. Après la prise en main du matériel, ce fut au tour de Sandra. Juste au cas où le gibier ne serait pas au rendez-vous, m'expliqua-t-elle. Elle me lança un petit sourire entendu et je devinai qu'elle comprenait tout ce que je ne pouvais pas dire à Franck, sur son petit nuage. Il pouvait être animé d'une telle joie enfantine qu'il aurait semblé cruel de le ramener sur terre. « T'as déjà été campé avec Franck ?» demandai-je. Nous nous trouvions dans la cuisine. Premier encas des randonneurs, du granola, un mélange hautement énergétique. Sandra avait sorti des paquets de céréales, un sachet de pépites de chocolat et divers récipients contenant des fruits secs. En haut rouge, je devais tout mélanger. Jusque-là, ça me semblait plus dans mes cordes que la tente. Oh oui, au début de notre mariage, on est souvent partis camper le week-end. Laisse-moi deviner, tu sais préparer un poulet à la parmesane sur un feu de camp? Elle fut amusée. Du poulet à la parmesane, non. Mais si tu prends un triangle de pâte feuilletée, que tu l'enroules autour d'une saucisse, que tu emballes le tout dans du papier aluminium et que tu le fais tourner sur une brochette au-dessus du feu... Dis donc, t'as vraiment une recette pour tout. Henry dit que t'es aussi une fine gâchette, meilleure que Franck même. Est-ce que j'avais l'air naturel en disant ça? J'essayais, mais depuis que Henry avait évoqué ses talents, je mourais d'envie d'en savoir plus. Sandra, fée du logis le jour, tireuse d'élite la nuit. La femme aux deux visages. Elle se contenta de hausser les épaules, examina le sac congélation d'1 litre que j'avais rempli avec le fameux mélange, ajouta de la noix de coco séchée. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'y avait pas de taupe dans le jardin? Eh bien maintenant tu sais. »« C'est Franck qui t'a appris ?» ?»« Non. » Elle se détourna, se dirigea d'un air affairé vers le réfrigérateur et je compris au ton de sa réponse que le sujet était clos. Il fallait s'y attendre. Parce que si c'était pas Franck qui l'avait initié au tir, je ne voyais qu'une personne qui avait pu le faire. Son père. Le mystérieux baron de la pègre dont Sandra affirmait qu'il était cruel par plaisir et sur lequel Franck m'avait dit de tirer à vue. Depuis la conversation que nous avions eue avec Franck et Henry dans la forêt, j'ouvrais l'œil. Pas que je pensais qu'un vieux papy allait justement se pointer pour faire du grabuge, mais parce que j'avais une folle envie de le voir de mes propres yeux. Le père de Sandra. Cette femme qui portait des jupes à fleurs de couleur vive et qui aimait mijoter de bons petits plats, appartenait-elle, elle aussi, à une engeance diabolique? J'avais toujours cru détenir une sorte d'exclusivité sur le marché des enfants de Satan, mais à présent j'avais un doute. « Tu vas t'en sortir », dit d'un seul coup Sandra. Levant les yeux, je la trouvai en train de m'observer. « Quoi ?»« Tout va s'arranger. Un jour, tu fonderas une famille et tu seras le père que tu n'as jamais eu. Tu donneras à tes enfants l'enfance que tu n'as jamais connue. Et ce creux, ce vide qui existe en toi sera comblé. Tu n'auras plus besoin de regarder en arrière. Tu auras un avenir. » « C'est ce que t'as fait ? » « Oui. »« Et tu es heureuse ?
lui demandai-je avec curiosité. Absolument. Mais Henry te manque. Bien sûr. Et un jour, toi aussi, tu me manqueras. Vous accueillerez un autre enfant. Tu construiras ta vie. Une belle vie. Je vois toutes ces qualités en toi, Telly. Tu es plus fort que tu ne le penses et tu as un cœur grand comme ça. Même si tu voudrais faire croire le contraire. Au moins assez grand pour passer un week-end sous une pluie battante avec mon mari. C'est pas de la gentillesse, c'est de l'inconscience. Sandra sourit. Sortit un paquet de saucisses du frigo. Tu vas trouver le chemin du bonheur, Telly. J'ai hâte de voir ça avec toi. Il a plu. Un vrai déluge qui a commencé dès que nous sommes partis après les cours du vendredi. C'est moi qui ai eu droit au sac le premier, parce que j'avais un dos solide et jeune à 10 francs. Résultat, les gouttes d'eau s'accumulaient sur la barre supérieure de l'armature et me dégoulinaient dans le cou quand je m'y attendais le moins. Je portais une des vieilles vestes imperméables de Franck. Figurez-vous qu'il existe des indices d'imperméabilité. Je ne sais pas quel était celui de ma veste, mais ce n'était pas suffisant pour rester au sec. 1 heure ne s'était pas écoulée que je commençais à me sentir mouillé. Le temps que nous terminions notre promenade de santé dans les bois. Regarde-moi cette clairière, regarde-moi ce ruisseau, regarde-moi cette mousse sur les arbres. C'est une blague, Franck. J'étais trempé jusqu'aux os. Pour finir, il m'a conduit au fameux lieu de campement. La bonne nouvelle, c'était qu'il y avait des palettes en bois apportées par Franck des années plus tôt pour nous éviter de patauger dans la boue. Bon, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu montes la tente sur la plateforme. Tu t'en doutes, des palettes en bois ne sont pas ce qu'on fait de plus confortable pour dormir. Alors tu peux les recouvrir d'une couche d'aiguilles de pin ou de fougère pour faire matelas. Ou alors tu peux ne pas te compliquer la vie. Je lui ai lancé un regard. Je n'allais pas me compliquer la vie. Et je me suis rapidement félicité de l'entraînement de la veille, parce que sinon jamais je ne me serais dépatouillé de ces kilomètres de tente dans ces conditions dantesques. J'ai monté notre abri. Et la question suivante a surgi. Comment démarre-t-on un feu de camp sous une pluie battante? La réponse est qu'on ne peut pas. Franck avait fabriqué un petit appentis à l'aide de branchages. Et il était en train d'allumer le réchaud. Juste assez de chaleur pour griller 4 des saucisses et pas grand-chose d'autre. Assis sous la pluie, nous avons mangé des saucisses de Francfort à peine cuites et nous nous sommes passés le sac de granola. Franck souriait de toutes ses dents, il avait l'air heureux comme tout. « Pas d'étoiles », dis-je en désignant du regard l'épaisse couverture nuageuse. « Ah, mais le silence. Beaucoup de silence. » Pas grand-chose à faire quand on campe sous la pluie. Inutile de préciser que nous nous sommes réfugiés de bonne heure sous la tente après avoir accroché nos imperméables à l'abri relatif d'un arbre. Nous portions tous nos autres vêtements sur nous pour nous réchauffer. Jamais auparavant je n'avais éprouvé un tel bonheur à me glisser dans un sac de couchage. Et c'était vrai que nos minces tapis de sol n'étaient pas des plus douillets sur la palette en bois dur. Mais au moins je commençais à retrouver des sensations dans les orteils. Nous n'avons pas parlé. Tant mieux, je ne savais jamais quoi dire. Franck a dû finir par s'assoupir puisque la tente s'est remplie de ses ronflements, graves et rocailleux, comme un ours. J'étais tenté de le frapper et de lui planter un doigt entre les côtes, quelque chose. Mais je suis resté immobile à l'écouter. Je me demandais combien de fois il avait amené Henry ici. Et pourquoi cette idée me contrariait à ce point. Alors enfin, j'ai sombré. Les ronflements ont dû cesser à un moment donné. Pour autant que je sache, c'est ça qui m'a réveillé. Le silence. Franck n'était plus là. J'ai pas eu besoin d'allumer ma petite lampe frontale pour le voir. Je sentais son absence dans l'espace réduit. Peut-être qu'il était sorti faire pipi. Il ne pleuvait plus. Il m'a fallu encore un moment pour m'en apercevoir. Le bruit des gouttes d'eau sur l'auvent avait enfin cessé. Puis je me suis rendu compte que dehors, le noir virait au gris. Coup d'œil sur ma montre, 6 heures. J'avais fait ma nuit, d'une traite. Tout se tenait. Franck était un lève-tôt. Peut-être était-il sorti préparer le petit déjeuner. Encore des saucisses, encore du granola. Je me suis levée à mon tour, m'avisant que j'avais aussi besoin de me soulager, sans compter que j'étais tout ankylosée d'avoir dormi sur du bois. J'ai enfilé mes chaussures encore humides, ouvert la fermeture à glissière de la petite porte et sorti une tête dans le monde réel. La forêt était nimbée de brume. De longues écharpes grises s'enroulaient autour des arbres moussus, glissaient dans les hauts buissons de fougères vertes luxuriantes. Le silence, comme l'avait dit Franck. C'était paisible et beau.
J'avais lu beaucoup de livres sur la légende du roi Arthur quand j'étais petit. Ces bois ressemblaient à Avalon tel que je l'imaginais. Tout à la fois vert et gris, réel et fantomatique. Pas de Franck à l'horizon. J'ai d'abord expédié les affaires courantes, puis j'ai fait le tour de la petite clairière. Le réchaud était encore froid, donc il n'avait pas commencé le déjeuner. Aucune trace de lui dans les environs immédiats. Ensuite, j'ai eu l'idée de jeter un coup d'œil à l'endroit où nous avions suspendu nos imperméables. Celui de Franck n'y était plus. J'ai alors cherché les carabines qu'il avait mises avec nous dans la tente. Il fallait les garder au sec. Mais le 22, le pistolet que Franck portait souvent sur lui par sécurité avait disparu. C'est là que j'ai compris. La véritable raison de ce prétendu week-end de chasse. Pourquoi Franck avait eu besoin de me fausser compagnie et d'emporter son arme. J'ai attrapé ma veste mouillée et dévalé à toute allure l'étroit sentier qui était la voie d'accès la plus directe au campement. J'ai fait quelques glissades, trébuché sur des pierres. Une fois, j'ai failli faire une culbute à cause d'une racine qui dépassait. Mais je descendais à toute allure parce que... Vers le bas de la côte, j'ai ralenti. Déjà, j'entendais des voix. J'ai parcouru les derniers mètres à pas de loup. Je ne suis pas sortie tout à fait du bois, mais je suis restée à l'abri des fourrés et j'ai fait de mon mieux pour comprendre la scène qui se déroulait à quelques mètres de moi, au bord de la route. Franck était en conversation avec un homme. Un vieux dans un trench coat beige passé de mode, un feutre sur la tête. Le fameux papy, aucun doute. Le père de Sandra. Il se tenait devant une Cadillac noire lustrée. Le papy n'avait pas franchement l'air d'avoir la forme nécessaire pour monter à pied au campement. « Gardez vos distances », disait Franck. « Je ne sais pas ce que vous voulez à ma famille, mais ma famille ne veut pas de vous. » Vous parlez toujours à la place de votre femme. Pas de ça avec moi. Sandra n'acceptera jamais de vous voir, et vous le savez. Henry a l'air d'un bon garçon. Insistez encore, Dave, et je deviendrai le cadet de vos soucis. Sandra viendra vous régler votre compte elle-même. C'est ça que vous voulez? Silence. Je vais mourir, Franck. On en est tous là, non? J'ai un cancer, incurable. Ce n'est plus qu'une question de temps. Franck n'a rien répondu. La mort, ça vous change un homme, a continué le vieux. On voit les choses différemment. Monsieur se repentit sur le tard? Et si c'était le cas? Franck a secoué la tête. Ça ne suffirait pas. Laissez-moi au moins parler au petit. Ce n'est pas juste de la part de ma fille de m'empêcher de voir mon unique petit-fils. Elle vous étripera. Ma fille, elle a été à bonne école avec vous. Allez voir ailleurs, Dave. Prenez ce conseil comme un service que je rends à un mourant. Allez voir ailleurs où le cancer deviendra le moindre de vos problèmes. J'ai de l'argent. Ne soyez pas ridicule. J'en ai vraiment, je veux dire. Des fonds licites. C'est ce qui arrive quand on reste aux affaires suffisamment longtemps. Elle n'en veut pas. Mais je suis son père. C'est la seule raison pour laquelle elle vous a épargné. La voix de Franck était glaciale. Glaciale comme je ne l'avais jamais entendue. J'ai eu un mouvement de recul. Je reconnaissais plus cet homme brutal, en colère. « Je vais mourir », a répété le vieux. « Alors j'espère pour vous que vous trouverez la paix. Mais le pardon de votre fille, ne rêvez pas. Il y a des péchés qu'un homme doit porter toute sa vie, et parfois emporter dans sa tombe, j'imagine. » Le vieillard n'a rien dit. Pour finir, il a lâché une expiration, un râle sinistre qui montait de la poitrine. Il a porté la main à sa taille. J'ai vu Franck réagir, passer son bras dans son dos, où il avait caché son 22 certainement. Mais le vieil homme n'a rien fait, il a juste resserré la ceinture de son trench coat. Et regardé Franck avec ses yeux chassieux. Ma fille a toujours été butée, mais jamais idiote. Alors vous lui direz, de ma part, ma mort va changer la donne. Je ne suis pas le seul à savoir où elle vit, ni le seul à avoir eu un œil sur elle. Vous menacez ma femme, Dave. Ma mort va changer la donne, a simplement répété le vieil homme avant de tourner les talons et de regagner sa voiture. Franck n'a pas bougé. Il est resté là, une main toujours au creux des reins, paré à toute éventualité.
Et moi aussi j'ai retenu mon souffle pendant que le vieux ouvrait avec effort la lourde portière de la Cadillac, prenait une inspiration caverneuse et entreprenait de s'installer au volant. Pour finir, la portière a claqué, le moteur a démarré. Le père de Sandra s'est éloigné. La main de Frank s'est écartée de son arme cachée. « Tu peux sortir maintenant », a-t-il dit sans même se retourner. Penaud, je suis sorti des fourrés et les rejoins sur la route. « J'ai rien vu », ai-je dit. « Exactement. »« Rien entendu non plus. »« Parfait. » C'était vraiment le père de Sandra ? Oui. Et elle le déteste à ce point ? Plus que ça. Je suis toujours censé tirer sur lui à vue ? Ça éviterait à Sandra d'avoir à le faire. D'accord. Frank a fini par se retourner vers moi. Merci. Demi-tour, retour au campement. Tu sais quoi ? A dit Frank. J'ai apporté du maquillage. Au lieu d'aller à la chasse, on va consacrer la journée aux techniques de survie en forêt, en commençant par le camouflage. Très important, le camouflage. Chapitre 32. Rainy avait toujours su qu'être parent ne serait pas tous les jours une partie de plaisir, qu'il y aurait des moments où il lui faudrait lutter contre son instinct pour agir au mieux, où la situation exigerait d'elle de se montrer sévère plutôt que tendre, de jouer les méchantes plutôt que les confidentes. Par exemple, en cet instant précis, en revoyant sa fille après un après-midi d'angoisse, à l'heure où le soleil déclinait et où les bois se peuplaient d'ombre, son cœur se serra à tel point dans sa poitrine qu'elle en éprouva une douleur physique. Elle aurait voulu se précipiter dehors, attraper Charla, la serrer farouchement dans ses bras, puis palper sa fille, les bras, les jambes, pour vérifier qu'elle n'était pas blessée, en se répétant qu'elle était saine et sauve, que le danger était passé, qu'elle pouvait de nouveau respirer. Charla sortit du bois et, au lieu de courir vers elle, Rainy s'obligea à rester en voiture, silencieuse, calme et bien sûr aux aguets. Le frère de Charla devait être dans les parages, du moins jusqu'à récemment. Car Rainy connaissait sa fille. Cette tête de mule n'aurait jamais renoncé à la mission qu'elle s'était donnée. Si elle avait appelé à la maison, cela voulait forcément dire qu'elle avait enfin pu voir Telly, et que son grand frère l'avait envoyée balader. Sa fille souffrait. Rainy le vit à son dos voûté, au profil abattu de sa tête basse lorsqu'elle traversa le pré pour rejoindre la voiture, Luca à ses côtés. Pas le genre de blessure qu'on découvrirait en l'examinant de la tête aux pieds, mais tout de même. Rainy descendit de voiture et scruta la forêt rapidement gagnée par l'obscurité derrière sa fille. Telly avait une carabine. S'il se cachait parmi les arbres et l'observait à présent à travers son viseur, les sous-bois trop sombres étaient impénétrables au regard. Elle entendit des oiseaux au loin, le bruissement de l'herbe sous le vent léger, le pas lourd de Charla. Rien d'autre. Charla et Luca arrivaient. Rainy actionna la commande pour ouvrir le coffre. Luca n'avait pas besoin de plus ample invitation. Il parcourut les 20 derniers mètres au petit galop et sauta dans la Lexus de Rainy. Quelques secondes plus tard, Charla était là, son visage brûlé par le soleil, les cheveux en bataille, ses jambes et ses bras nus couverts d'égratignures. « Je te demande pardon », dit-elle d'un air si triste, si découragé, que Rainy sentit le nœud de peur et de colère qui lui étreignait la poitrine se dissoudre aussitôt. « Il t'a envoyé promener, c'est ça ? Il m'a dit de profiter de la vie, d'être heureuse, pour qu'au moins l'un de nous le soit. Ma pauvre chérie. » Et ensuite, Charla prit une grande inspiration, regarda Rainy droit dans les yeux. Il m'a dit qu'il lui restait une personne à tuer. Monte en voiture. J'ai apporté à boire et à manger, pour Luca aussi. On ne rentre pas à la maison, c'est ça ? Non, on ne rentre pas à la maison. Rainy alla tout droit au bureau du shérif. Assise à côté d'elle, Charla ne disait pas un mot. Un sandwich beurre de cacahuètes confiture intact sur les genoux. Luca, en revanche, avait englouti une gamelle de croquettes. Cela faisait au moins un membre de la famille qui était content. Rainy était restée en contact avec Quincy tout l'après-midi. Après la descente dans le campement de Telly, toute l'équipe était rentrée en ville pour examiner leurs trouvailles.
Il leur fallait plus de place pour exposer les photos des carnets de Telly prises par le pisteur, ainsi qu'un tableau blanc pour noter les questions, les idées qui leur venaient, les nouvelles pistes à explorer. À la connaissance de Rainey, des caméras avec détecteurs de mouvement avaient été laissées sur place. Si elles se déclenchaient, les unités spéciales du SWAT se mobiliseraient aussitôt. En attendant, priorité était donnée aux opérations d'investigation. Les informations que Charla avait à leur donner sur son frère n'en étaient que plus intéressantes, sans parler de la récente découverte de Rainey. « Mange ton sandwich », dit-elle à Charla alors qu'elles approchaient de leur destination. « On va avoir besoin de tes forces. » Le bureau du shérif était toujours assiégé par un bataillon de camionnettes de reportage, tout projecteur allumé. Rainey se félicita d'être au volant d'une voiture manifestement civile lorsqu'elle tourna vers la foule. Une cohue de journalistes se précipita vers elle, découvrit une femme sans intérêt avec sa fille, et battit en retraite en quête d'une proie plus intéressante. Rainey gagna le parking situé à l'arrière du bâtiment, plus calme, et se gara. Charla avait réussi à avaler 3 bouchées de son sandwich, pas une de plus. Mais au moins elle avait bu la bouteille d'eau. Rainey regarda sa fille, soupira. « Je t'aime, » dit-elle d'un seul coup. « Tu es fâchée contre moi. Je n'aurais pas dû me sauver. »« C'est sûr. »« Vous allez me priver de sortie, » dit la jeune fille en contemplant ses genoux. « Il y aura des sanctions. Charla, faire confiance est un art difficile. Surtout pour les gens comme nous. Toi, moi, Quincy. Nous avons tendance à croire que nous savons tout mieux que les autres, et à préférer nous débrouiller seuls. Mais l'arrogance, les préférences personnelles, ce n'est pas ça qui doit primer dans une famille. On est là pour se faire confiance, s'épauler mutuellement. « J'ai eu peur que vous lui fassiez du mal, » murmura Charla. « Au pire, que lui vous fasse du mal. » Je sais, mais c'est là que la confiance doit intervenir. Au lieu d'agir seul, tu aurais pu venir nous voir, nous faire part de tes craintes. Vous m'auriez répondu que vous sauriez vous y prendre avec lui. C'est juste. Charla avait l'air malheureuse comme les pierres. Mais je ne sais pas si c'est vrai, dit-elle en levant finalement les yeux. Ce nouveau Telly, son visage, la carabine, c'est un parfait inconnu. Mais il ne t'a pas fait de mal. Non. Il t'aime encore. Je ne sais pas. Charla. Rainey se tourna sur son siège pour regarder sa fille en face. Peut-être que ton frère n'a pas dit ce que tu espérais entendre. Mais est-ce que toi, tu as eu la possibilité de dire ce que tu voulais? Je lui ai dit que j'étais désolée. Rainey attendit. J'aurais pas dû le laisser partir à l'époque. J'aurais dû demander de ses nouvelles, réclamer de le voir, je sais pas. C'était mon frère. J'aurais dû me battre davantage. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Charla secoua la tête, détourna les yeux. Rainey garda le silence encore une fraction de seconde. À 2 doigts, se disait-elle. Elles étaient à 2 doigts des mots que Charla aurait eu besoin de prononcer, sur ce qui s'était réellement passé ce fameux soir avec ses parents, sur ce que Rainey avait commencé à soupçonner après sa conversation avec la psychiatre dans l'après-midi. Confiance, souffla Rainey. Mais certaines leçons demandent plus de 13 ans pour être assimilées. Sa fille, mal dans sa peau, secoua de nouveau la tête. Puis elle ouvrit sa portière et Rainey n'eut d'autre choix que de la suivre. Luca se plut beaucoup dans les locaux du shérif. Il s'y déplaçait au petit trot raide, regard affûté et oreilles dressées. Un ancien officier de police qui reprenait du service. Il faisait trop chaud pour laisser le berger allemand dans la voiture, fût-ce à cette heure tardive. Et même si Rainey aurait aimé penser que sa propre présence donnerait à sa fille la force d'affronter l'interrogatoire à venir, elle savait que Luca serait un plus grand soutien encore. Elles prirent les escaliers qui montaient au premier étage avec Luca en éclaireur et trouvèrent Quincy dans la salle de réunion en compagnie de 3 autres personnes. Les murs étaient tapissés de photos, des tirages d'imprimantes, constata Rainey. La définition laissait à désirer, mais dans la mesure où il s'agissait de reproductions de vieilles photos et de pages de journal intime, on pouvait s'en contenter. Regroupées dans un coin, d'autres photos, celles du campement de Telly. Un tas de matériel sur une palette en bois au milieu d'une petite clairière. Pas de quoi faire rêver Rainey,
qui ne concevait pas un week-end d'escapade autrement qu'avec service d'étage. Quincy leva les yeux à leur arrivée. Luca, qu'il avait déjà trouvé, poussait sa main du museau. Quincy lui flatta la tête et son regard croisa un instant celui de Rainey avant de se poser sur Charla. Rainey lut sur le visage de son mari toutes les émotions contradictoires qu'elle avait aussi éprouvées. Soulagement, mais aussi irritation, colère, irritation encore, désespoir. Les joies de l'éducation, dire qu'il s'était porté volontaire. Elle répondit au regard interrogateur de Quincy par un petit hochement de tête. Sa façon de lui confirmer que oui, elle avait pu parler à leur fille. Et qu'il faudrait jusqu'à nouvel ordre s'en satisfaire, étant donné que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour régler son différend avec Charla. Leur fille était de retour saine et sauve. Il y avait déjà lieu de s'en réjouir. Rainey ouvrit les hostilités. Elle l'a vu. Un homme se leva de table, une part de pizza à la main. Il portait une tenue de randonnée pleine de taches de sueur et des chaussures défraîchies. Le pisteur, devina Rainey. Comment Quincy avait-il dit qu'il s'appelait déjà? Cal Noonan. Luca s'approcha en trottinant, le renifla de bas en haut. Sembla le juger convenable. Pour sa part, l'homme ignora le berger allemand, termina sa pizza. « Localisation approximative ?» demanda-t-il en prenant une punaise dans une boîte sur la table. Lorsqu'elle avait récupéré Charla, Rainey avait enregistré les coordonnées GPS dans son téléphone. Elle montra son écran au pisteur. « Rainey Connor », dit-elle pour se présenter. « Cal Noonan, merci. » Il y avait une carte grand format sur le mur derrière Rainey et Charla. Cal marqua les coordonnées avec sa punaise bleu vif. Puis il recula et tiqua. « C'est à 20 kilomètres au sud du campement. » Il regarda Charla. « Il était toujours en quad ?» Mutique, l'adolescente fit non de la tête. « Il l'avait laissé quelque part ?»« Non. Non. » « Vous n'êtes pas sûr ?» Charla haussa les épaules, mal à l'aise de se trouver au centre de l'attention. « Il était à pied, » dit-elle tout bas. « Avant que je le voie. Et après aussi. » Rainey fixait ses chaussures et ne résistait qu'à grand-peine à l'envie de prendre sa fille dans ses bras pour la protéger. Mais les faits étaient là. Charla avait fugué pour rejoindre un homme soupçonné de multiples meurtres. Ce faisant, elle avait scellé son sort et s'était exposée à des interrogatoires, aux questions soupçonneuses de la police, etc. « Est-ce que c'est son campement ?» Charla surprit Rainey en posant une question. La jeune fille montrait du doigt la série de photos se trouvant en face d'elle. Le pisteur confirma. Il n'avait pas un regard méchant, pensa Rainey. Juste grave. Un homme qui avait eu une longue journée et vu 2 coéquipiers tomber dans l'exercice de leurs fonctions. Elle remarqua que Luca restait à ses pieds, comme pour marquer son approbation. Et le shérif Atkins ainsi que Roy, son enquêteur, semblaient volontiers le laisser mener les échanges. Signe de respect, là encore. « Il m'avait dit que vous le trouveriez », indiqua Charla d'une voix plus claire. Shelley Atkins considéra la jeune fille avec un regain d'intérêt. Elle traversa la pièce pour s'approcher de Charla. « Redis-moi ça. Telly savait qu'on trouverait son campement ?» Il a dit que Henry ne résisterait pas à l'envie de vous en parler. Charla prit une grande inspiration, regarda le shérif dans les yeux. Elle faisait de son mieux. Rainey se doutait que les autres personnes présentes ne devaient pas s'en rendre compte, à part Quincy bien sûr. Mais leur Charla, si timide, anxieuse et désireuse de rester dans l'ombre, s'efforçait de répondre à leurs attentes. « Telly m'a dit qu'il voulait que vous trouviez son campement, que ça vous occuperait. Là-bas, vous voyez. Pendant que vous seriez en train de fouiller le campement, lui partirait vers le sud. » Cal était dépité. « Je vous l'avais dit qu'il était rusé. »« Pourquoi vers le sud ?» demanda le shérif sans quitter Charla du regard. « Je ne sais pas. »« Est-ce qu'il a dit où il allait ?»« Non. » Charla donna des signes d'agitation, se balança d'un pied sur l'autre. Sa voix baissa d'un ton. Il a dit que je ne pouvais pas venir avec lui. Que je ne pouvais pas le suivre parce que... Enfin... » Elle termina dans un filet de voix. « Il a dit qu'il lui restait encore une personne à tuer. »« Qui ça ?» La voix de Quincy claqua comme un coup de fouet à travers la pièce. Charla sursauta. Elle continua à regarder le shérif tout en répondant à la question de son père.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il était armé? Continua posément Quincy. Pas la question d'un père à sa fille, mais d'un profileur à un témoin. Une fois encore, Rainey s'obligea à regarder ses pieds, à ne pas intervenir. Elle avait ses méthodes, Quincy avait les siennes. Luca, en revanche, se rapprocha de sa jeune maîtresse et lui donna doucement des coups de museau dans la main jusqu'à ce qu'elle la pose sur sa tête. Les doigts de Charla s'enfoncèrent dans le pelage du chien et elle parut y puiser des forces. « Telly avait une carabine », répondit-elle à haute et intelligible voix. « Et sur le visage », ajouta-t-elle en se touchant les joues de l'autre main, « du maquillage, des rayures. Quand je l'ai découvert devant l'arbre, j'ai failli ne pas le voir. On aurait pu le confondre avec un buisson. Après, il a ouvert les yeux. Et c'était ça qu'on voyait. Le blanc de ses yeux, luisant. » Sa voix se perdit. Rainey n'avait aucun doute sur le genre de cauchemar que ferait sa fille dans les jours, les semaines, les mois à venir. Le pisteur reprit la parole. « Quoi d'autre comme matériel? Un sac à dos? De la nourriture, de l'eau? » Il avait un sac à dos bleu marine, de la même taille que le mien. Je lui ai proposé à manger. Charla prenait bien soin de rester debillée par rapport à son père en disant cela. Il a dit que ça allait, mais il a pris de l'eau. Quelle quantité? Oh, une bouteille. Est-ce que tu as vu d'autres armes? Non. Mais son sac? Est-ce qu'il se peut qu'il ait eu d'autres carabines sur lui? Charla plissa le front. Des carabines, non. Mais le sac était lourd, comme lesté. Elle leva les yeux. Je me suis demandé s'il l'avait rempli de nourriture ou de munitions. Et des pistolets? Demanda Quincy à sa fille. Est-ce qu'il en aurait eu un coincé dans la ceinture de son pantalon? Nouveau signe négatif de la tête. Le shérif Atkins se retourna vers les adultes de la pièce. Les pistolets pourraient tenir dans le sac, mais les 2 carabines qui nous manquent, il ne les a pas sur lui, grommela Cal. Pour être franc, j'ai aussi des doutes sur le fait qu'il trimballe 3 armes de poing. Ça ferait une charge assez lourde, sans compter les munitions. Quitte à planquer les carabines, autant planquer 1 ou 2 pistolets par la même occasion. Il a un autre repère, conclut Shelley. Son vrai camp de base, pas comme le faux qu'il a mis en scène à notre intention, dit Cal en désignant les photos. Avec un sac à dos rempli de ses journaux intimes et d'un album photo, souligna Quincy d'un air songeur. Il avait cette expression que Rainey connaissait bien quand le reste de la pièce disparaissait et que n'existaient plus pour lui que les indices. Pourquoi mettre des objets aussi personnels dans un campement factice? Demanda-t-il. J'ai une question encore plus importante. Rainey prit une grande inspiration. L'heure était venue. J'ai passé l'après-midi à étudier les photos de scènes de crime. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez les Duval ce matin, ni avec l'équipe de recherche cet après-midi. Mais les meurtres de la station-service, ce n'est pas Telly, et je peux le prouver. L'analyse des taches de rousseur, dit Rainey. Elle sortit un dossier de son sac, puis, sous le regard de tous, y compris de Charla, disposa sur un coin de la table de réunion une série d'images prises par la caméra de surveillance de la station-service. Quincy et moi avons un jour travaillé sur une affaire où le meurtrier a été identifié grâce à cela. Pour faire court, il y avait très peu de chances qu'une autre personne ait des taches de rousseur disposées exactement de la même manière que celles qu'on voyait sur les photos où le meurtrier s'était pris avec ses victimes. Depuis ce jour-là, j'ai tendance à observer les taches de rousseur. Rainey pointa l'assortiment de photos. La première montrait un bras nu dans l'embrasure de la porte de la station-service qui pointait un pistolet sur la victime masculine. Venait ensuite un plan au cadrage tout aussi improbable. Un avant-bras coupé du reste du corps, désormais dirigé vers la caissière. Enfin, l'image qui avait principalement retenu leur attention ce matin-là, Telly Renache, plein cadre, regardant droit vers la caméra avant de tirer. La définition n'est pas extraordinaire, dit Rainey, étant donné que la caméra de sécurité filme des images en noir et blanc granuleuses. Mais sur chaque plan arrêté, on voit bien le poignet du tireur et une bonne partie de l'avant-bras. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Quincy fut le premier à s'approcher de la série de photos, Charla presque immédiatement derrière lui. Le conflit père-fille semblait déjà oublié.
le regard à tous deux baissé, concentré sur les images. Sur les plans où le tireur est hors champ, dit Quincy, l'avant-bras est plus épais. Et il y a une tache quelconque, peut-être un gros grain de beauté 5 centimètres au-dessus du poignet. Telly n'a pas cette tache sombre, s'enthousiasma Charla. On ne voit rien à son poignet. Shelly Atkins et Roy Peterson jouèrent des coudes pour se rapprocher. Je ne comprends pas, dit finalement le shérif. D'après ces images, Telly aurait tiré sur la caméra de surveillance, mais pas sur les victimes, s'étonna le pisteur qui regardait par-dessus l'épaule de Shelly. Rainey confirma. Quand j'ai discuté avec l'assistante sociale tout à l'heure, elle m'a raconté un épisode qui s'était produit dans la précédente famille d'accueil de Telly, avant son placement chez les Duval. La mère avait accusé Telly de vol. Telly n'a pas eu un mot pour se défendre. Il est parti, c'est tout. Mais plus tard, la mère a découvert que c'était un autre enfant qui chapardait. Shelly la regarda avec de grands yeux. « Vous êtes en train de me dire que Telly a détruit la caméra de surveillance parce qu'il aime bien se laisser accuser ? Je crois surtout qu'il a l'habitude de le faire. » Rainey lança un coup d'œil à sa fille. « Bien utile à savoir si vous étiez un vrai tueur en quête d'un pigeon à qui faire porter le chapeau. » « Il est victime d'un coup monté, » conclut Quincy. Il pencha la tête sur le côté. « Pour le meurtre des Duval aussi, tu crois ? Avec les antécédents qu'il a, c'est vrai qu'il ferait un excellent bouc émissaire. » Mais pourquoi se laisserait-il accuser ? Charla ne comprenait pas. Pourquoi tirer sur la caméra de la station-service plutôt que de demander de l'aide ? J'ai une théorie, dit Rainey d'une voix douce. Nouveau coup d'œil vers sa fille. Ces photos de toi qu'on a retrouvées dans le garage des Duval. Je ne pense pas qu'elles aient été prises par Telly pour te menacer. Je pense qu'elles ont été prises par un tiers et envoyées à Telly à titre d'avertissement. Soit Telly coopère, comprit Quincy, soit il arrivera malheur à Charla. Rainey posa une main sur l'épaule de sa fille. Héros ou zéro. Des années après, je crois que Telly est encore en train d'essayer de te sauver. Chapitre 33. Quincy trouva Charla assise par terre dans le couloir de la salle de réunion. Adossée au mur en parpaing, une main sur l'oka allongée devant elle, son sac à dos à ses pieds. Le chien ne semblait rien avoir à redire au sol en lino fatigué. Quincy se dit qu'il n'y serait pas si mal, lui non plus. Il s'assit donc à côté de Charla, les bras sur les genoux, la tête contre le mur. Ils restèrent un bon moment ainsi. Un homme, sa fille et son chien. Des années plus tôt, l'assistante sociale avait expliqué à Quincy et Rainey qu'en un rien de temps, ils cesseraient de penser à Charla comme à une enfant placée et la considéreraient simplement comme leur fille. Pour Quincy, en tout cas, la transition s'était faite rapidement. Charla lui semblait être autant sa chair et son sang que Kimberly, et pour être franc, probablement davantage que sa fille aînée, Mandy, qu'il avait aimée tendrement mais jamais vraiment comprise. Alors que Charla et lui, ils étaient faits du même bois. Raison pour laquelle il ne parla pas tout de suite. Charla préférait le silence, et ce n'était pas Quincy qui allait le lui reprocher. D'ailleurs, après la journée qu'ils venaient tous de vivre, ce calme était bienvenu. Luca bâilla. Charla lui flatta le flanc. « À quoi tu penses ?» demanda finalement Quincy. « Je voudrais rentrer à la maison. »« Moi aussi. » Elle se tourna vers lui. « Mais tu vas pas le faire. » « Nous avons encore un tireur actif dans la nature. Tant que ce sera le cas... »« Telly est innocent, » dit Charla d'un air buté. « Tu as entendu Rainey ?»« Pour les meurtres de la station-service, peut-être. Mais il y a eu d'autres victimes. Ses parents, l'équipe de recherche. Peut-être bientôt l'individu mystère que ton frère annonce devoir encore tuer. » Charla baissa les yeux, soupira d'un air malheureux. « Qu'est-ce que tu voudrais, Charla ?» demanda doucement Quincy. « Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?»« Je remonterais dans le temps, dit-elle aussitôt. »
Je reviendrai à l'époque où il n'y avait que Telly et moi avec nos parents. Mais cette fois-ci, je cacherai toutes les bouteilles d'alcool. Je ferai une razzia et je les viderai dans l'évier. Les drogues aussi. Je les trouverai et je les jetterai dans les toilettes. Et les couteaux ne seraient autorisés dans la maison que les couverts en plastique, dit-elle d'un air solennel. Et la batte de baseball? Des cure-dents. On mangerait avec des fourchettes en plastique et on jouerait au baseball miniature en se servant de cure-dents et de petites peluches de vêtements. Telly et toi, vous grandiriez auprès de vos parents. Est-ce que tu crois qu'ils t'aimeraient davantage? Telly m'aimerait. Il prendrait soin de moi, comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois-ci, moi aussi je prendrais soin de lui. On se suffirait l'un à l'autre. Mais vos parents, insista Quincy. Charla secoua la tête. Telly et moi, on se suffirait. Dans ce scénario, reprit Quincy au bout d'une minute, on ne se rencontrerait jamais, toi et moi. On ne formerait jamais une famille avec Rainy. Dans mon scénario, vous adopteriez une autre fille, qui ne fugue pas, qui vous obéit, qui a même, disons, un talent utile pour le travail de police. Tiens, je sais, l'esprit de déduction, comme Sherlock Holmes. Rainy et toi, vous la formeriez, elle deviendrait un agent hors pair et battrait le record du monde de tueurs en série mis à l'ombre. Tu ne crois pas que tu nous manquerais? Qu'on sentirait ce vide dans nos vies à l'endroit où tu aurais dû être? Charla haussa les épaules. Peut-être. Mais vous seriez tellement occupé à aller aux cérémonies d'hommage à votre fille que vous vous en remettriez. Et puis, Rainy et toi, vous vous en sortirez toujours, avec ou sans enfant. Alors que Telly... Il a besoin de toi. Il est seul, totalement seul. Et c'est ma faute. Charla se détourna, caressa le pelage de Luca. Où se trouve Luca dans cet autre univers, si tu restes avec ta famille et que Rainy et moi ne te rencontrons jamais? Pour la première fois, une ombre passa sur le visage de Charla. Quincy vit les larmes lui monter aux yeux. Elle aimait Luca d'un amour si pur et si profond qu'il laissait Quincy espérer qu'un jour elle en éprouverait autant pour un de ses semblables. « On adoptera un animal errant, Telly et moi, » murmura-t-elle. « Un chat. Il dormira avec nous la nuit, sortira ses griffes acérées comme des lames de rasoir si un méchant essaie d'ouvrir la porte. Il n'y aura que Telly qui saura s'y prendre avec lui. Et mon père se tiendra à distance, rien que pour ne pas énerver le chat. » Autrement dit, dans ce nouvel univers, Charla sacrifierait son chien. Elle renoncerait à son précieux Luca pour que Telly puisse avoir un chat de garde à la place. Donc Charla serait punie malgré tout. Mais de quoi? Qu'avait-elle donc fait de terrible au point que même si elle remontait dans le temps et que cette dernière nuit avec ses parents n'avait jamais lieu, elle devrait quand même tout à son frère? « Je sais que tu aimes ton frère, » dit Quincy. Sa fille lui lança un regard méprisant. En un clin d'œil, l'enfant vulnérable s'était changé en ado sans merci. Encore un rappel que sa fille ne grandissait que dans une seule direction, qui l'éloignait de lui. Quel que soit son comportement actuel et le jeune homme qu'il est devenu, continua posément Quincy, Telly reste ton frère, et tout porte à croire que tu comptes beaucoup pour lui. Moins de mépris, plus d'hésitation. Tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur. C'est pour ça que si tu pouvais diriger le monde, tu remonterais le temps, pour le sauver. Mais c'est plus profond que ça, n'est-ce pas? Tu ne veux pas seulement qu'il soit en sécurité. Tu voudrais que vous soyez de nouveau ensemble, grand frère, petite sœur. Elle ne dit pas un mot. C'est pour ça que tu es partie à sa recherche, pour l'aider, pour jouer ton rôle de petite sœur. Alors, quand il t'a repoussée, ça a vraiment dû te faire de la peine. Je suis désolée, Charla, que tu aies dû endurer ça. Charla se rapprocha, insensiblement, mais ce fut suffisant. Quincy leva son bras et elle se blottit contre lui. De nouveau, plus de mots. Quincy posa sa joue sur la tête de Charla et fit de son mieux pour simplement profiter de cet instant. Rare, fragile, et voué à être de courte durée. « Je sais plus qui il est, » murmura Charla contre sa poitrine. « Ce nouveau Telly, je le connais pas du tout. » Il t'aime encore. Parce qu'il ne m'a pas fait de mal. Parce que dans son sac, au milieu de ses carnets, de son album photo, de ses objets les plus personnels,
Il avait un exemplaire de Clifford le gros chien rouge emprunté à la bibliothèque. C'était notre livre, celui qu'il me lisait. Peut-être que si Telly avait une baguette magique, lui aussi fabriquerait une machine à remonter le temps. Et que dans ce nouveau monde, lui et toi ne rentreriez jamais chez vous. Vous resteriez dans la bibliothèque ensemble à jamais. À lire, dit Charles à tout bas, en mangeant les goûters donnés par la bibliothécaire. Une enfance idéale, je dirais. Charla s'écarta. Quincy ne la retint pas, il la laissa se redresser, rassembler ses idées. Rainy va me ramener à la maison, dit Charla. C'était une affirmation, pas une question. Luca et elle monteront la garde là-bas pendant que tu travailleras ici à essayer de retrouver mon frère. Quincy confirma. Et si tu le retrouves? Charla, tu sais comment travaille un très bon profileur. Elle secoua la tête. Il prend en compte toutes les statistiques et tous les calculs de probabilité sur le comportement criminel, et ensuite il fait tout de même de son mieux pour ne pas se laisser enfermer dans ses schémas. L'être humain est une machine complexe. Au bout du compte, il n'existe pas encore d'équations qui permettent de prédire tout l'éventail des comportements possibles. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que s'il existe un quelconque moyen d'aider ton frère, je le trouverai. À ce stade, nous ne savons pas encore de quoi il a pu ou non se rendre coupable. Mais si Rainy a vu juste et que Telly est victime d'un coup monté, je ferai de mon mieux pour le faire échouer, pour ramener ton frère sain et sauf à la maison. Merci. Quincy prit sa fille dans ses bras, pas trop longtemps, sans trop serrer. Elle avait ses propres barrières et il se devait de les respecter. Mais elle lui fit la surprise de lui rendre son étreinte. Il accueillit cet instant conscient de son caractère magique, un cadeau, qu'il aurait accepté de payer des dizaines d'autres après-midi d'angoisse pour le recevoir de nouveau. Tu te trompais au sujet de ta machine à remonter le temps, murmura-t-il. Si nous ne t'avions pas rencontré, ça aurait fait un vrai vide dans nos vies à Rainy et moi. Devenir parent d'accueil ne transforme pas seulement la vie de l'enfant, Charla. Tu as transformé la nôtre. Merci de faire partie de notre famille. Je suis désolée de t'avoir fait la peine. Je sais. Et je te présente aussi mes excuses pour ce qui pourra arriver à partir de maintenant. Quincy rentra à la suite de Charla et Luca dans la salle de réunion. Rainy, devant le mur du fond, examinait les photos de l'album de Telly prises par Cal. Charla la rejoignit et fut aussitôt captivée par cette juxtaposition de photos de Telly bébé, de photos scolaires et, oui, de photos de leur famille. Quincy resta en retrait pour observer la scène. Il se rendit compte que Charla n'avait certainement jamais vu ces images et qu'elle était si jeune au moment de la séparation qu'elle ne se souvenait sans doute guère des visages de sa famille biologique. Le premier cliché, affiché à hauteur d'yeux, montrait un bébé gazouillant. Telly Renache, 17 ans plus tôt. Charla s'arrêta et toucha d'un doigt très léger la joue rebondie du nourrisson. Personne ne s'y opposa. Il ne s'agissait que de tirage papier, il ne risquait pas d'être abîmé par des traces de doigts. Et puis... Jusque-là, ces photos n'étaient que des photos, des images recueillies sur une scène de crime. Mais sous le regard avide de Charla, ces vestiges de son enfance reprenaient vie. Ils devenaient les souvenirs d'une famille qu'un drame avait déchirée. Charla avança le long du mur, une main sur Luca, et Rainy, s'apercevant de la présence de sa fille, s'écarta. Comme Quincy, elle observa Charla dévorant des yeux ces images des 5 premières années de sa vie. Quincy se fit la réflexion que la maman de Charla semblait tout ce qu'il y a de plus banal. Son fils de 5 ans sur les genoux, elle avait à la main un biberon destiné à sa fille, attaché dans un transat pour bébé. Un petit sourire aux lèvres, elle avait les cheveux bruns de Charla, ses yeux noisettes. Le visage fin, les cheveux raides. À bien y regarder, on constatait que son haut à fleurs était élimé aux manches et que le transat n'avait pas l'air de première main. Clairement pas une famille qui roulait sur l'or, mais tout de même. Cette galerie de photos dessinait le portrait d'une famille comme une autre, d'une famille comme tant d'autres, qui posait pour la postérité mais gardait ses secrets. « Est-ce que ce sont mes parents ?» demanda doucement Charla. Elle s'était arrêtée devant une photo de groupe, prise devant un bâtiment blanc. Maman, papa, un Telly de 7 ou 8 ans, une Charla haute comme 3 pommes. « J'imagine, » répondit Rainy. Charla se pencha vers l'image. Elle ne regardait pas sa mère, mais examinait attentivement le visage de son père. « Telly lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, » constata-t-elle.
Tu te souviens de ton père? Demanda Quincy. Non. Dans ma tête, il est tout déformé. Un gros visage rouge, des yeux exorbités. Comme un monstre dans un film, tu vois. Et ta mère? Relança Rainy. Je crois qu'elle nous aimait, répondit Charla d'une voix moins assurée. Luca poussa un gémissement, lui lécha la main. Seulement, pas assez. Charla arriva à la dernière photo. C'est mon grand-père? Sur cette photo, on voyait un vieillard en trench-coat beige et feutre noir, debout à côté d'un garage gris. Je suppose, dit Rainy en se retournant vers Quincy. Charla toucha son visage, puis le vieil homme, et secoua la tête. Je suis pas sûre. Les autres photos, même si je me souviens pas précisément d'eux, je les reconnais, vous voyez. Ils sont exactement tels que je les imaginais. Mais celle-là, celle du grand-père, il y a quelque chose qui ne colle pas. Charla ne comprenait pas. Une minute. Si j'avais un grand-père, comment ça se fait que je me sois retrouvée placée? Il ne nous aurait pas plutôt pris chez lui? Quincy, qui s'était rapproché d'elle, examinait lui aussi cette dernière image. Tu ne te souviens pas de cet homme? Non. D'un autre côté, ajouta Charla avec dépit, on ne peut pas dire que je me souvienne de qui que ce soit. Il est peut-être mort quand tu étais encore bébé, suggéra Rainy. Ça expliquerait qu'il n'ait pas pu vous recueillir, Telly et toi. D'après les services sociaux, tu n'avais plus de famille. Quincy continuait à cogiter. Quelque chose sur cette photo. L'arrière-plan, dit-il d'un seul coup. Le garage devant lequel se tient l'homme. Il ne te rappelle rien, Rainy? Je jurerais l'avoir vu quelque part. La voix de Quincy se perdit dans le silence, puis il se retourna brusquement vers Shelley, encore penchée sur les photos prises à la station-service. La couleur du mur. Ce coin de la porte de garage. On est chez les Duval. Ce type se trouve devant le garage de Franck et Sandra, c'est une certitude. Charla en resta interloquée. Shelley les rejoignit promptement ainsi que le pisteur. Tous deux étaient chez les Duval avec Quincy l'après-midi même. Ils se concentrèrent sur l'arrière-plan de la photo. C'est sûr qu'on pourrait être chez les Duval, convint Shelley. Et il n'y a pas très longtemps, précisa Noonan. Là, dans le coin, cette plante est un massif de lys d'un jour, en pleine période végétative. Je l'ai remarqué cet après-midi parce que c'était la première fois que je voyais des fleurs d'un orange aussi soutenu. Mais à la fin du printemps ou au début de l'été, le feuillage ressemblerait à ça. Si la photo a été prise cette année, dit Shelley. Telly ne vivait pas chez les Duval l'été dernier, dit Quincy. Il y a fort à parier que ça date de cette année. Qu'est-ce que ça signifie? Rainy le regardait. Elle avait posé son bras sur les épaules de Charla qui semblait encore abasourdie. L'album de Telly est rempli de photos de son enfance, à l'exception de la dernière qui représente un vieil homme devant la maison de sa famille d'accueil. Les parents ne sont pas présents, juste le vieillard. Est-ce que ça voudrait dire qu'il était venu voir Telly, qu'il avait un lien avec lui mais pas avec les Duval? Un grand-père qui avait disparu de la circulation? Proposa Rainy. Qui avait perdu le contact avec les parents de Telly et Charla mais qui essaierait de renouer? Shelley les regarda. Est-ce qu'il n'aurait pas été obligé de passer par les services sociaux? Ce qui voudrait dire qu'on vous aurait vous aussi prévenu. Surtout que vous avez entamé une procédure d'adoption. Que la réapparition d'un grand-père n'aurait pas manqué de compliquer. Personne ne nous a contactés, dit Quincy. Est-ce que ce type pourrait être un membre de la famille Duval? Demanda Noonan. Telly n'a même pas mis de photo de Franck et Sandra dans son album. Pourquoi faire l'impasse sur eux et mettre la photo d'un membre de leur famille? Personne n'avait de réponse à cette énigme. Quincy sortit du cercle et se mit à faire les 100 pas. Carnet de notes, journaux intimes, album de famille, marmonna-t-il en longeant la table de réunion. Aucune logique à apporter ce genre d'objet dans un campement factice. C'est pas comme si en fouillant le sac d'un randonneur on allait s'étonner qu'il n'ait pas emporté son album photo. Alors pourquoi ces objets? Quel message essaie-t-il de nous faire passer? Héros ou zéro, rappela Rainy. Quincy lui lança un regard. Sur la dernière page de son carnet, il a écrit héros. Parce qu'il essaie de me sauver, dit Charla d'un air buté. D'un vieillard décati, dit Rainy qui jeta de nouveau un regard vers la photo avec un scepticisme évident. Souvenez-vous du téléphone de Telly, dit Quincy.
laissé dans la voiture de Frank. Il contenait des photos de Charla. Telly voulait que ces images nous fassent peur, pour que nous surveillions Charla, que nous la gardions près de nous. Parce qu'il était trop occupé à mitrailler mon équipe pour s'en charger lui-même, demanda amèrement Noonan. Quincy lui concéda ce point. Cette photo aussi est un message. Il faut identifier ce vieillard, et vite. On frappa à la porte. Tous se retournèrent pour découvrir l'enquêtrice Rebecca Chazen sur le pas de la porte, une feuille à la main. « Ah, Roy, dit-elle. J'aurais besoin de toi une seconde. » Son collègue s'approcha d'elle. Il baissa la tête et l'enquêtrice lui glissa quelques mots à l'oreille. « Tu es sûr ?» demanda-t-il sèchement. En réponse, elle lui tendit le document. Roy hocha la tête et retourna son attention vers la salle de réunion, le fax à la main. Le légiste a procédé aux vérifications d'usage sur les empreintes digitales des Duval, et ça a payé. Frank Duval est vraiment Frank Duval. Sandra, en revanche. D'après ses empreintes, son vrai nom est Irène Gemetti, et elle est recherchée depuis 30 ans dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Chapitre 34. Henry Duval avait pris une chambre dans un des motels bas de gamme qui se succédaient le long de la route côtière. Comme on était en haute saison, Shelley était étonnée qu'il ait pu en trouver une. L'établissement occupait un bâtiment blanc tout en longueur situé en retrait de la route, chaque chambre donnant sur le parking. « Cheap and clean », disait une enseigne rouge clignotante, propre et pas cher, et en dessous la promesse de Wi-Fi gratuit. Shelley l'ayant prévenu par téléphone, Henry les attendait sur le pas de sa porte. Éclairé à contre-jour par la lumière de sa chambre, il les vit entrer sur le parking. Il portait le même short et le même t-shirt que l'après-midi, mais il avait retiré ses chaussures de randonnée. En chaussettes, il paraissait plus petit, plus vulnérable. Un fils éploré, se dit Shelley, même si elle n'en était plus aussi convaincue. Elle avait pris le temps d'enfiler une chemise propre, semblable en tout point à celle de son uniforme marron, sauf qu'elle sentait meilleure. Quincy n'avait même pas eu ce luxe. Il s'était passé de l'eau sur le visage et sur les bras dans les sanitaires des locaux du shérif. Point final. Lorsqu'ils sortirent de la voiture de Shelley, l'air du parking leur parut à la fois lourd et léthargique. Combinaison inhabituelle dans une ville qui associait toujours l'été à la fraîcheur de la brise côtière. L'océan était censé être leur salut, pas leur malédiction. Shelley sentait déjà la sueur perler à la racine de ses cheveux et coller sa nouvelle chemise à sa poitrine. Quincy à sa suite, elle se dirigea vers la chambre de Henry. Celui-ci fit un pas en arrière, les invitant sans mot dire à entrer. La chambre contenait un lit double défoncé, une télé à écran plat posée sur une vieille commode, et pas grand-chose d'autre. Le climatiseur mural soufflait paresseusement en émettant un cliquetis qui n'annonçait rien de bon. Si la température avait baissé depuis qu'il fonctionnait, c'était pure coïncidence. Henry haussa les épaules, comme s'il lisait sur leur visage ce qu'il pensait de cette chambre minable. Je vous dirais bien que c'est un cran au-dessus du camping, mais peut-être un demi-cran seulement. Au moins, là où je campais avec mes potes, on avait un ruisseau pour se rafraîchir. Shelley se demanda où étaient maintenant les potes en question. Quand on apprend le meurtre de ses parents, on appelle des amis pour être soutenu, non? Jusqu'à présent, ces enquêteurs n'avaient découvert aucun élément tendant à prouver que Henry se trouvait en ville 2 semaines plus tôt et qu'il était allé avec Telly à la station EZ Gaz. Mais l'enquête n'en était qu'à ses prémices et les agents étaient débordés. S'agissant de Henry Duval, Shelley préférait s'abstenir de toute conjecture. Plus ils en apprenaient, plus elle était persuadée que l'explication des meurtres d'aujourd'hui était à chercher du côté de la famille Duval et non de Telly Renache. « Je vous offre de l'eau ?» proposa Henry. « Ça, j'en ai. Et de quoi grignoter. »« Nous avons des questions sur votre famille, » répondit Shelley. Elle posa ses mains sur ses hanches. Sa posture officielle de shérif, celle qui devait lui donner l'air plus grande, plus intimidante. A contrario, Quincy resta en retrait. Pas nécessairement pour jouer le flic gentil, plutôt celui qui se fait un peu oublier pendant qu'il examine discrètement la pièce et procède à ses propres observations. Shelley et lui s'étaient déjà livrés à plusieurs reprises à ce petit numéro, d'où la décision de Shelley de l'emmener avec elle. Henry acquiesça d'un signe de tête. Il se dirigea vers le lit, seul endroit où s'asseoir, et se percha maladroitement au bord du matelas. « Est-ce que le nom d'Irène Gemetti vous évoque quelque chose ?» Question posée sur un ton anodin par Quincy derrière Shelley. Henry fronça les sourcils.
Il entendait le profileur mais ne voyait pas son visage. Non. Il devrait. Que savez-vous du passé de votre mère, de ses amis, de sa famille? Ma mère ne parlait pas de son passé. Vous voulez dire qu'elle ne parlait jamais de ses parents? Demanda Shelley. Ou plutôt qu'elle ne racontait jamais d'anecdotes sur le bon vieux temps? Les deux. Ma mère avait pour strict principe de ne jamais regarder en arrière. Chaque fois que je lui posais la question, j'obtenais la même réponse. Elle était partie de chez elle à 16 ans, elle s'était retrouvée dans la mouise, elle avait rencontré mon père et c'était là que sa vie avait vraiment commencé. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Début, milieu et fin d'histoire. Ça a dû attiser votre curiosité? Quincy, de nouveau. Il s'était éloigné des deux autres et examinait à présent la porte de la salle de bain. Que disait votre père? Va demander à ta mère. Autour de Shelley pour rediriger l'attention de Henry sur elle et l'obliger à la partager entre elle et Quincy. Jamais elle n'a parlé de ses parents. Pas une fois. Son père n'était pas quelqu'un de recommandable. C'est tout ce qu'on m'a donné comme explication. Un type suffisamment abject, je suppose, pour que même après son départ, elle refuse tout contact avec lui. Pas de visite, pas de carte de vœux, pas de coup de fil, rien. Henry haussa les épaules. Bien sûr que ça m'intriguait. Qu'est-ce qui pouvait être si grave? Au point qu'on ne puisse même pas en parler à une époque où tout le monde va étaler ses problèmes à la télé. Mais ma mère n'a jamais bougé d'un iota sur le sujet. Après tout, je n'étais que son fils. Si elle refusait d'en parler, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Irène Gemetti, répéta Shelley. Mais Henry secoua la tête, l'air toujours aussi dérouté. Je comprends pas. Est-ce qu'il vous est arrivé de taper le nom de votre mère sur Google? De chercher à vous renseigner par vous-même sur son passé? Quincy revenait du fond de la chambre. Henry rougit. Possible. Quincy et Shelley attendirent. Des Sandra Duval, il y en a une tripotée, finit par expliquer Henry. 8 ou 9. Les seules informations que j'ai pu trouver sur ma mère, c'était sur sa page Facebook. Et disons qu'elle publiait plus volontiers des recettes de cuisine que ses secrets de famille. Mais Duval n'est pas son nom de jeune fille, fit remarquer Quincy. Cela ne m'avait pas échappé, mais partant de là, que faire? Elle n'allait pas me donner une information aussi précieuse. Quant à lancer des recherches sur toutes les Sandra de l'Oregon... Elle n'était pas de Bakersville? Non, c'est mon père qui l'a amenée ici. Au moins une chose que je sais. Ils s'étaient rencontrés à Portland. Ils ont eu un genre de coup de foudre qui a tout emporté. Au bout de quelques semaines, ils étaient mariés. Ensuite, mon père a décroché son diplôme d'enseignant à la fac de Portland et ils se sont installés à Bakersville. Mon père était né ici, il disait toujours qu'il n'y avait pas un endroit au monde où il aurait mieux aimé vivre. Vous savez ce dont je m'étais rendu compte? Ajouta d'un seul coup Henry. Il n'y a pas de photo de ma mère. Nulle part, vous voyez. Même pas de photo de profil sur sa page Facebook. Et toutes les photos qu'elle publie, ce sont des photos de moi, de mon père, éventuellement d'un plat ou d'une fleur du jardin, mais jamais d'elle-même. J'ai été jusqu'à faire le tour de la maison en cherchant une photo de mariage, des photos où elle apparaîtrait avec mon père. Mais non, j'en ai trouvé de ma remise de diplôme, de mon père et moi en camping, mais aucune de ma mère. Vous avez interrogé votre père à ce sujet? Demanda Shelley. Bien sûr, il m'a dit que c'était logique. La personne qui prend toutes les photos n'apparaît jamais dessus. Mais de là à ce qu'il n'y en ait aucune, il se foutait de ma gueule. Quincy reprit la parole. Pourquoi cherchiez-vous des photos de votre mère? Henry reprit sa contemplation de la moquette, les épaules crispées. Shelley sentait la tension qui émanait du jeune homme, le poids des secrets qu'il taisait. Elle se rapprocha d'un pas. Irène Gemetti. Vous connaissez ce nom? Je vous jure que non. J'ai aucune idée, mais vous êtes au courant de quelque chose. Peu importe, c'est Ellie qui les a tués. Tués qui? Vos parents? Votre mère, sans photo ni passé? Shelley accentua la pression. Qui est mort chez vous aujourd'hui, Henry? Vous êtes-vous posé la question? Qui était Sandra Duval? Et pourquoi protégez-vous encore ses secrets? Je sais pas. C'est le vrai nom de votre mère, Irène Gemetti. Une femme toujours recherchée dans le cadre d'une enquête sur un meurtre commis il y a 30 ans. Quoi? Henry se déplia comme un ressort, les yeux écarquillés. Si ce gamin était un acteur, c'était le meilleur qu'elle avait jamais vu, se dit Shelley. Ma mère s'appelle Irène? Elle est recherchée pour meurtre, vous rigolez? Mais il ajouta aussitôt. Cette chose terrible qu'elle avait faite à 16 ans. Elle plaisantait pas, putain de merde, ma mère, putain de merde.
Il se rassit et contempla la moquette sans la voir. Shelley l'observait en se demandant comment enchaîner lorsque Quincy vint se poster à ses côtés. Il attrapa le dossier qu'elle avait coincé sous son bras et le feuilleta rapidement jusqu'à ce que... Regardez. Il mit sous le nez de Henry la photo du vieillard devant le garage des Duval. Qui est cet homme? Vous le savez, alors dites-le-moi. Henry leva les yeux vers lui, de nouveau l'air hébété et perdu. Peu importe. Qui est cet homme? Mon grand-père! Henry décolla du lit comme une fusée, le visage empourpré. Le père de ma mère, Pepe Gemetti, j'imagine. Il avait retrouvé ma trace. Il s'est pointé un jour à la sortie d'un de mes cours et il a dit qu'il voulait faire ma connaissance, qu'il avait été ravi de découvrir qu'il avait un petit-fils. Mais il s'est pas présenté sous le nom de Gemetti, il disait s'appeler David Michael, David Martin, un truc du genre. Et il a jamais parlé d'une quelconque Irène. Vous l'avez rencontré? Vous avez parlé au père de votre mère? Insista Shelley. Non, enfin oui, je l'ai vu cette fois-là, mais ensuite... Oh, et puis merde! Henry tourna sur lui-même, fit 2 pas, heurta la table de chevet et s'arrêta. Tête basse, il poussa un profond soupir, conscient de n'avoir nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Comme c'est souvent le cas devant la vérité. Je suis rentré à la maison pour les vacances de printemps, d'accord? Il se retourna. J'ai interrogé mon père au sujet du vieux. J'ai pas abordé le sujet avec ma mère parce que je savais que ça finirait mal. Alors j'ai demandé à mon père si le père de ma mère était encore en vie et si, une idée comme une autre, je pouvais faire sa connaissance parce que j'étais pratiquement certain que lui aurait voulu me connaître. Et vous savez ce que mon père a répondu? Même pas en rêve. Si j'avais un minimum d'affection pour ma mère, j'oublierais que ce grand-père fantôme s'était pointé. J'ai voulu discuter. Après tout, la brouille entre ma mère et son père était vieille de 30 ans, pas vrai? Quincy et Shelley attendirent. Et ce type était tellement... vieux. Il voulait peut-être se racheter, réparer ses torts, je sais pas. Après toutes ces années, quel mal y avait-il à cela? Henry secoua la tête. Mais rien à faire. D'après mon père, mon grand-père était un criminel notoire, ou une incarnation de Satan. Franchement, j'y comprenais que dalle. Mais si je tenais un minimum à ma mère, j'étais priée d'oublier que j'avais vu ce type, et je ne reparlerais plus jamais de lui. Affaire classée. Mais vous n'êtes pas la fille de ce monsieur, dit Shelley tout de go. Vous êtes son petit-fils. Vous avez bien le droit d'avoir votre propre relation avec lui. Henry rougit de nouveau. L'idée m'a traversé l'esprit, admit-il à mi-voix. Mais mon père... Il m'a conseillé de me demander pourquoi mon grand-père était réapparu d'un seul coup maintenant. S'il nous avait retrouvés après toutes ces années et qu'il voulait vraiment faire la paix, pourquoi ne pas contacter ma mère directement? Au lieu de ça, il s'était arrangé pour retrouver le seul membre de sa famille qui avait la réputation d'être doué en informatique. Votre père pensait que votre grand-père voulait vous recruter pour ses malversations? Les barons du crime ont aussi besoin d'informaticiens. Du moins, c'est ce que mon père a laissé entendre. Qu'avez-vous fait? Demanda Quincy. Rien, j'ai repris les cours. J'ouvrais l'œil, mais il n'est jamais revenu. Et puis, peu de temps après le début de mon stage d'été, mon père m'a appelé pour me dire que le problème était réglé. Mon grand-père était mort, d'un cancer. Ça remonte à quand? Demanda Shelley. Il y a 1 mois, disons. Juillet. Vous l'avez cru? J'ai essayé de taper son nom sur Google. David Michael. David Martin. David Michael Martin. Des David, il y en a à tous les coins de rue, mais aucun ne m'est apparu comme le diable incarné qui serait mort depuis peu. Un nom d'emprunt, là aussi, souligna Shelley en prenant note dans un carnet. Quincy avait une question encore plus judicieuse. Comment votre père avait-il appris la mort de votre grand-père? Je crois qu'il a fini par avoir une petite conversation avec lui, qui lui a dit de se tenir à l'écart de ma mère, de notre famille, le vrai discours de macho. Chez vous? Au risque que ma mère le découvre? Sûrement pas. Papa a emmené Telly en randonnée. Il avait donné rendez-vous au papy dans les bois. En présence de Telly? Telly aurait rencontré votre grand-père? S'il l'a rencontré, pas que je sache. Mais est-ce qu'il en a entendu parler, ça c'est certain. Telly était là le jour où j'ai raconté que le vieux était venu me voir à la fac. Quand mon père nous a interdit de parler à ce type, c'était valable pour tous les deux, Telly et moi. Peut-être bien qu'il a ajouté un truc du genre... Et si jamais vous voyez un vieux schnock rôder autour de la maison, tirez à vue, ça évitera à maman d'avoir à le faire. Et Telly était d'accord? On l'était tous les deux. Alors, qui a rencontré votre grand-père chez vous? Il est jamais venu chez nous? Henry regardait la photo.
Où se trouve cet homme? Quincy leva la photo tirée de l'album de Telly en montrant du doigt le garage à l'arrière-plan. Shelley vit Henry comprendre peu à peu la situation. C'est notre garage. Il est devant chez moi. Avant de mourir, mon grand-père est venu chez moi. Mais pourquoi? Papa disait que ma mère le tuerait sans préavis. Il n'est peut-être pas venu voir votre mère, dit Shelley. Il avait d'abord tenté le coup avec vous, puis avec votre père, et ensuite... Henry blêmit. Telly. Quel fils de pute. Après tout ce que papa lui avait dit, il rencontre mon grand-père. Le salopard. Il a vendu mes parents. Henry, vous êtes certain que votre grand-père est mort? Demanda de nouveau Quincy. Mais Henry secoua la tête.